Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Beclet. Christophe, ça va la pêche? Ça va, et toi? Oui, très bien, très bien. Salut tout le monde. Nous sommes également avec Flavie. Oui, coucou. Alors, je suis là, mais pour un temps court. C'est ça. Hein. Tu vas devoir t'absenter au cours de ce podcast. Et pour le temps où je vais être là, je m'excuse d'avance, j'ai un petit rhume. Donc, si vous entendez quelqu'un se moucher, c'est moi. Voilà. On a aussi entendu le bruit du pied du micro. Là, on va être classe, je le sens. C'est marrant. Quand tu parlais de rhume, d'entendre ce bruit en même temps. Alors, ce sujet de podcast me vient d'un sentiment que j'ai éprouvé en regardant la conférence justement de Christophe Beclet enregistrée à Orchidée en 1972. En 2015, c'était la conférence que tu as faite en 2015, où tu présentais une nouvelle fois, mais cette conférence, tu l'as déjà donnée plusieurs fois. Je me souviens que tu en avais donné une première version au Joutes du Téméraire, ouais, où j'étais présent physiquement ce jour-là à Strasbourg, il y a longtemps, et dans laquelle, c'est une conférence que tu fais souvent, dans laquelle tu présentes de quoi? Excuse-moi. C'était pas à Nancy? Si, j'ai dit quoi? À Strasbourg. Ah, excuse-moi, oui, c'était à Metz même, peut-être. C'était dans l'Est, quoi. C'était quelque part en France. Attends. J'ai dû passer une frontière. C'est pas Nancy, c'est pas Nancy, je crois pas. Si c'était à Nancy, t'es sûr de ça? Je pense que c'était Nancy. Okay. En tout cas, j'ai toujours dit que c'était Nancy. Mais... Okay. Tiens, puis j'ai confondu les endroits où j'ai. Sinon, précisez pas la ville, dis juste. Les Joutes du Téméraire, une convention formidable, oui, bien des nombreux. Oui, c'était vraiment sympa. Oui, où la ville est vraiment magnifique. Et j'avais une gastro, tu te souviens? Oui, ça c'était moins formidable. Terrible. T'étais couché dans un sac de couchage, sous le stand. C'était horrible. Ah, c'était un très mauvais moment. La convention était formidable, mais moi j'étais malade comme un chien. Il y a Sens qu'en vente, il est où l'auteur? Sous la table. Sens, le jeu qui donne la chiasse. On a déjà commencé à enregistrer. Hein, oui, oui, tout à fait. Donc, ce sujet de podcast me vient d'un sentiment que j'éprouve à chaque fois. Quel est le sujet de podcast? Parce que tu ne l'as pas encore dit. Justement, je suis en train de l'introduire. Tu es en train de l'introduire. Tu fais les suspens. Oui, je fais les suspens. Je me demande c'est quoi le sujet. Je rappelle que les auditeurs ont cliqué sur le téléchargement du podcast. Ils savent déjà le titre, en fait, Flavie. Donc, c'est un sujet qui me vient d'un sentiment que j'éprouve à chaque fois que j'entends Christophe parler de la forge. C'est que les concepts qui sont employés par Christophe et sa vision de la forge, ses lectures de la forge, sont très très différents, ou en tout cas un petit peu divergents de ceux qui sont employés dans les micros de la cellule. Et ce, bien que les mots soient identiques. Ainsi, par exemple, aujourd'hui, on va parler de contrat social, d'exploration, de couleur, de système, de technique, tous ces mots qu'on entend souvent sur la cellule et qu'on a pu autrefois lire également sur la forge, du moins en anglais. Ces mots sont la traduction française donnée par Christophe. Tous ces mots, on les entend, mais ils n'ont pas forcément le même sens c'est pas forcément le même sens sur la cellule et sur la forge. Et justement, Christophe, avec toi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point à cet instant pour voir justement les différences comme ça, les petites évolutions que ces termes ont connues dans les micros de la cellule et par rapport à ce qu'ils étaient autrefois. Ouais, d'autant qu'en plus, je pense qu'il y a certains mots qu'on a pu utiliser à la base proches des trucs là. Complètement. Des concepts. Et puis au fur et à mesure d'en causer, du coup, on a dû en faire évoluer. C'est ça, plein. Voire même, il faudrait presque qu'on trouve de nouveaux mots, mais au final, ils ont évolué avec nous. Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, il y a des questions à poser là-dessus. Oui, tout à fait. Donc ça va être intéressant comme ça de voir un peu avec toi les termes qu'on galvaude. Et est-ce qu'on galvaude vraiment? J'aimerais bien préciser que c'est ma compréhension. Je ne suis pas un porte-parole officiel de la forge. Je ne l'ai jamais été. J'ai participé un peu, mais... de manière assez restreinte, je n'étais pas dans les développeurs, je ne suis pas dans les petits papiers de Ron Edwards et compagnie. Un petit peu quand même, c'est-à-dire que tu as communiqué avec lui quand même de nombreuses fois par mail. Oh, il est très ouvert, n'importe qui peut lui écrire et en général il répond. D'accord, ok. Tu lui as posé quand même quelques questions, je veux dire, oui, pas non plus. Voilà, tu as traduit des articles capitaux. Oui, mais je ne suis pas le seul. Hein. D'ailleurs, sur le. Alors, qui est ce fameux traducteur? Je me souviens qu'on avait fait un podcast une fois comme ça à la cellule où on parlait. Il y a un autre traducteur qui ne se présente que sous un anagramme quelque chose. JMS. JMS. Alors, si je ne charcute pas la prononciation de son nom de famille, c'est Jean-Marie Saubois.
Excellent. Et qui est donc qui a traduit plusieurs articles pour Places to Go. Je suis hyper People contente to parce Be, que depuis version des années, française. j'ai des théories Et on a sur les... Et lui, ce qui s'était passé, c'est que moi j'avais traduit pour le compte du e-zine du site de l'Elfe Noir. Le system does matter, le système est important. Et je m'étais rendu compte après coup que PTG et PTB, version française, avaient aussi traduit le même article. Et c'était justement Jean-Marie. D'accord. Du coup, je ne t'appellerai plus Je mange salé. Je suis désolée. Parce que souvent, on ne savait pas, en fait. JMS, on ne savait pas qui était ce mystérieux. Du coup, Je mange salé, ça me plaisait beaucoup. J'espère que je ne brise pas Jean-Marie. Son anonymat. Bonjour Jean-Marie. Mais on a traduit ensemble, en fait, l'article LNS et autres... et autres théories rôlistes. Et autres théories Et autres terroristes rôlistes, non ? Non, et autres théories rôlistes. Oui, et autres théories rôlistes. Et autres terroristes rôlistes. Il y a une répartition... certains chapitres, c'est lui, d'autres, c'est moi. D'accord. Voilà. Okay. Donc voilà, rapidement pour te présenter un petit peu, puis tu es aussi l'auteur d'un jeu qui s'appelle... de 2 jeux, en fait, qui sont innommables, d'une part, qui est un jeu qui n'est pas publié officiellement, mais qui est disponible sur le net, en PDF, etc. Il est Donc, publié électroniquement sur Internet, mais avec les précautions que... Il peut exploser en plein vol. Voilà. Tu n'estimes pas que le jeu soit suffisamment fonctionnel, ou en tout cas suffisamment abouti pour qu'il puisse convaincre à toutes les parties, à tous les coups. Et puis tu es par contre l'auteur d'un jeu beaucoup plus abouti avec co-auteur avec Sylvie Guillaume, c'est ce que j'allais préciser, Sylvie Guillaume, qui a été fait dans le cadre du Game Chef, il me semble, qui s'appelle Les petites choses oubliées, dont on a eu l'occasion de parler sur la cellule. Le petit bijou. Le petit bijou. Voilà. Merci Flavie. On aura peut-être l'occasion de lui donner un podcast à part entière, un podcast de retour avec toi et Sylvie qui sera là à ce moment-là. Alors, bon, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, à travers effectivement les discussions de la cellule, les concepts tels que tu les as traduits de la forge ont évolué et ont peut-être migré vers d'autres formes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce podcast va permettre comme ça à nos auditeurs de distinguer un peu mieux la cellule de la forge, ou en tout cas les théories développées dans ces micros, à la fois par Frédéric Sintès, Fabien Edvine, moi-même, Adrien et tous les gens qui participent en fait au podcast activement, au podcast de la cellule. On va voir comment il y a des différences quand même avec ce que la forge authentiquement en disait à l'origine, et puis la façon dont tout ça a évolué. Et je trouve ça super intéressant. Alors d'abord, on va suivre comme ça pour distinguer ces différents thèmes, le plan de la conférence, presque point par point. Ah, c'est cool parce que ça démarre par le truc auquel je voulais participer. Oui, exactement. Donc, point par point, le plan de la conférence de Christophe. Et la première chose qu'on va dire, c'est que tu estimes, Christophe, que d'abord, le vocabulaire créé sur la forge et par la forge est un langage destiné à analyser des parties de jeux de rôle. Oui, et non pas à créer des jeux de rôle et à aider à créer des jeux de rôle. Et je pense que quand je t'ai entendu dire ça, je pense avoir crié Amen ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu t'es dit. Ah, enfin ! Ouais, parce que j'entends souvent des gens dire « Ah, de toute façon, ces théories, elles servent à rien, ça me sert pas à créer un jeu de rôle. » C'est normal, c'est pas fait pour ça. Voilà, exactement. Beaucoup de gens critiquent les théories de la forge sur Internet en disant, ou dans les commentaires de la cellule, ou alors même physiquement viennent nous voir et nous donnent ces commentaires en disant mais en fait ces théories ne me servent pas à créer des jeux ou à améliorer les jeux dont je dispose déjà. Et toi déjà dès le départ de cette conférence tu dis analyser des parties de jeux de rôle. Et c'est très important. Il y a une différence je trouve entre analyser une partie et ensuite transformer un jeu pour le créer. Enfin là il y a si vous trouvez une théorie qui explique comment créer un jeu, c'est bien, vous êtes riche. Alors pourquoi tu prends le soin, comme ça, au début de ta conférence, de préciser cela avec autant d'insistance ? Le parti est vraiment souligné dans ta présentation. Alors laisse-moi réfléchir 30 secondes parce que... Pourquoi est-ce que j'aurais dit ça ? Mais je crois que c'est parce qu'en fait, c'est plus ou moins ce qui est dit dans l'introduction de l'article LNS et autres théories rôlistes. Et que l'objet d'analyse, finalement, c'est quand même la partie. Je crois que c'est... Et quand on verra peut-être dans le vocabulaire après, Ron Edwards prend beaucoup de pincettes pour dire que, à part
du moment où on parle d'une partie, quand on parle notamment des fameuses démarches créatives, ludisme, simulationnisme, narrativisme, quand on dit que quelqu'un est narrativiste, c'est un abus de langage, ça il le dit. Et pourtant, son premier article... On va l'utiliser, mais il faut bien retenir que c'est un abus de langage, ce qui veut dire en gros que c'est quelqu'un qui a tendance à préférer des parties narrativistes. Et pourtant, son premier article, Ron Edwards, met l'accent en 2005, son premier article... Non. 1998 ou 1998. Allez, je vais parler en Suisse pour la suite. 1998. Et donc en fait, qu'est-ce que tu dis là? C'est qu'en fait, ce n'est pas un article de La Forge. Il a été publié avant. Oui, il précède La Forge. Et là, effectivement, il a une approche plutôt typologie des joueurs, de leur préférence en tout cas, qu'il va abandonner par la suite. Voilà. Donc, et c'est peut-être aussi une des difficultés de ce corps de texte. Parce qu'il y a eu donc le System Does Matter en 98, puis ensuite je crois que c'était en 2001, par là autour LNS et autres théories rôlistes. C'est ça. Et ensuite il y en a eu d'autres, chaque fois axées sur une démarche créative en particulier, sur plusieurs années. Et donc une des premières... à chaque fois ça évolue. Et je pense que c'est le problème de toute théorie. Enfin, je vais pour citer des philosophes, je suis désolée, si tu prends pas Bergson dans l'ordre par exemple, tu peux faire des contresens totales sur Bergson. En fait, le problème quand on parle de théorie, c'est qu'on envisage le truc comme un truc figé, essentialiste, la quintessence éternel. De cette idée. Alors qu'en fait, c'est des trucs qui évoluent, qui continueront à évoluer, et heureusement, ça continue à évoluer. Le même terme dans la bouche d'un auteur va revêtir des significations très différentes en fonction de l'époque dans laquelle il le prononce. C'est pour ça aussi... Alors, je prends le cas de Bergson parce qu'il y a eu vraiment des très grosses différences. Enfin, le réalisme, par exemple, dans la bouche de Bergson, ça ne veut pas dire la même chose au début et à la fin. Et quand, par exemple, chez Wittgenstein, on parle de premier et de second Wittgenstein, ça veut dire qu'on estime à un moment donné que la manière dont il parle, pour autant, des mêmes sujets, est tellement différente que ça nécessite à ce moment-là de considérer qu'il y a deux théories et non plus une seule. Et un des problèmes du corpus de La Forge, c'est ce que dit Christophe ici en filigrane, c'est que, comme ce sont des discussions sur un forum très vivant, très animé, portées, des conversations portées par des gens très différents aussi, dans l'approche, dans la mentalité, dans la psychologie, parce que les concepts de Ron Edwards sont parfois très agressifs. On a vu ici, nous, les conséquences de certains termes. On a subi les conséquences négatives de certains termes de Ron Edwards très négatifs. On pense aux machines associées, au brain damage, qui sont des concepts comme ça très violents que Ron Edwards peut asséner. Oui. Là où Vincent Baker a une vision peut-être un peu plus douce. Là, je précise tout de suite que machine associée, c'est quelques phrases dans une discussion parmi des dizaines de milliers. Complètement. Et que le brain damage, c'est Ron Edwards dans sa propre rubrique où il a fait l'effort de parler chez lui et non avec le chapeau du modérateur, du chef de file de La Forge. Et ça ne s'inscrit absolument pas dans la théorie qu'il a pu... Enfin, la théorie, là. En fait, moi, je préfère parler de grille d'analyse. Je crois que ça me... Où est la grille d'analyse ? La réflexion. Moi, j'aime bien le terme réflexion. C'est dans le glossaire provisoire. C'est là, en fait, que les termes sont le plus figés, je trouve. Si on veut avoir vraiment un aperçu... provisoire est vraiment provisoire. Les articles plus précis sur narrativisme, simulationnisme et... je me engueule. GNS. Enfin voilà, ces trois articles-là sont postérieurs au glossaire provisoire. Ouais, okay. Donc il y a rien qui est figé. En fait, c'est vraiment une discussion. Ron Edwards le présenterait probablement comme ça. C'est que c'est une discussion qu'on a avec lui notamment et quelques autres membres, et qui évolue au fur et à mesure que les gens essayent de mieux comprendre et que Ron essaye d'autres pistes pour expliquer. C'est ce que disait Flavie, c'est qu'il y a une demande de la part des auditeurs, notamment de la cellule, mais notamment de la part des lecteurs de théorie, de choses sérieuses, de choses figées, de discussions entérinées, presque universitaires, où il y aurait des comités de relecture. Il y a une volonté, il y a une exigence scientifique vis-à-vis de tous ces débats et toutes ces discussions. Mais on peut pas... Enfin, il n'y a pas cette exigence sur les discussions de La Forge. Même, c'est pour ça que d'ailleurs, je crois, Christophe, que quand on parle de théorie forgienne, ça te pose problème même de leur attribuer ce mot de théorie, je crois. Tu m'avais dit ça en préparation du podcast. Tu m'as dit, j'aime pas trop quand on parle de théorie forgienne. Enfin, je crois que c'était déjà une position que j'avais adoptée pour la conférence à Orchidée,
Parlons plutôt de grille d'analyse. Ça me semble moins connoté comme terme qu'une théorie qui peut avoir différents sens selon d'où on vient. Voilà. En sciences dures, une théorie, c'est un modèle qui décrit la réalité et qui aurait été validé par un certain nombre d'observations quand même, ou en tout cas pas encore falsifié. Ouais. Mais donc, c'est de là où je viens personnellement. Donc, je ne peux pas prétendre qu'on a une méthodologie, une approche qui permet de faire, de dire que vraiment c'est une théorie au sens des sciences dures. Des sciences dures. Après, il y a d'autres. Je crois que Fabien et Frédéric ont récemment précisé le sens du mot théorie pour dire une théorie artistique. Ouais, et là, je ne suis pas spécialement compétent pour en parler, mais ça a encore un autre sens. Donc, pourquoi pas juste parler d'une grille d'analyse, puisque ça nous permet d'analyser les parties. D'accord. Ouais. Puis le mot théorie a des sous-entendus qui peuvent expliquer aussi que les gens pensent que ça peut permettre de créer des jeux de rôle, puisque une théorie est généralement reliée à une pratique et peut l'expliquer et peut amener à créer certaines choses. Produire des expériences. Reproductibles. Voilà. Alors que un jeu de rôle que c'est un jeu, on est, voilà, je pense qu'il y a un contresens. Moi, je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est pas des théories, c'est des discussions, ce sont des réflexions qui doivent amener à pouvoir comprendre ce qui se passe autour d'une table, mais ça ne peut pas t'amener ensuite à te dire du coup, je vais utiliser telle technique dans mon jeu de rôle pour pouvoir faire ça. D'autant que ça n'a jamais été le but de ces... Flavie vient d'employer le mot technique en un sens qui n'est pas celui de la forge. On en parlera après. Et par contre, du coup, je suis désolée, j'avais prévenu que je ne resterai pas longtemps. Fait, Je vous fais tous de gros petits bisous. Voilà, bisous. Allez, à plus, Flavie. À tout à l'heure. Donc, Flavie, vraiment, c'était ce qui l'avait marqué dans cette conférence, et cette insistance sur le terme de partie. Et ça, parce que c'est quelque chose qui se retrouve vraiment dans cette histoire de discussion autour de la forge, c'est comment la forge nous aide à créer des jeux. Mais ça, c'est pas du tout le propos. Je me souviens très bien d'avoir lu une discussion où Ron Edwards intervenait pour dire que les théories, enfin, les mots qu'il cherchait à inventer, c'était d'abord des mots pour permettre aux rôlistes de raconter leurs parties et raconter leurs difficultés. C'était un langage destiné à aider les gens à soulever des lièvres au cours de parties de jeux de rôle et à comprendre pourquoi il y avait des tensions entre les joueurs, pourquoi il y avait des problèmes, etc. etc. Absolument. Il a même cette phrase dans un des articles, je pense c'est le LNS, où il dit « J'aimerais proposer un vocabulaire pour qu'on puisse aller au-delà de dire « J'aime ce jeu de rôle, j'ai bien aimé cette partie » ou « Je ne l'ai pas aimé ». Et puis qu'on puisse mieux décrire dans un vocabulaire, effectivement, qui pourrait être partagé. Plus que théorie, c'est un appareillage critique que Ron Edwards veut... Ah, il y a peut-être une pause à faire, non? Je sais pas. Tu veux faire une pause? Ouais, on fait 30 secondes de pause. 30 secondes de pause. Désolé, chers auditeurs, pour cette interruption. Donc c'est un appareillage critique que propose Ron Edwards, c'est-à-dire en fait un ensemble de termes qui vont servir à parler, discuter, je dis pas forcément critiquer, mais discuter de la partie qu'on vient de vivre. Voilà. Un autre élément qui va dans le sens du rapport de partie capitale, c'est quand même la structure même des forums, du forum de la Forge. Le forum, comme Silent Drift à l'époque, passe d'abord et avant tout par des rapports de partie. Avant de lancer la discussion, tu dois d'abord faire un rapport de partie. Enfin, toujours, ça dépend toujours de quelle rubrique on parle. Mais effectivement, si on veut parler d'un concept théorique, à partir d'une certaine date, en tout cas sur la Forge, il s'agissait d'abord d'écrire une partie où il nous semblait avoir observé la chose ou ne pas avoir observé la chose, pourquoi pas, puis dire mais regardez, moi j'ai pas besoin de ça, ou regardez là, il me semble que ça s'est passé ainsi, alors que dans votre article vous dites que ça devrait avoir telle et telle propriété que je n'ai pas observé. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment à partir de ce rapport de partie qu'on construit la discussion.
Sinon, en fait, on ne sait pas de quoi on parle en final quand on utilise. S'il n'y a pas un rapport de partie pour structurer la conversation, un des défauts des conversations de rôlistes qui discutent, c'est qu'ils ne savent pas s'ils parlent de la même activité ou pas. Parce que on faisait une distinction en discutant hier soir avec toi, Christophe, entre le rôliste des profondeurs et le rôliste explorateur de l'horizontalité du jeu de rôle. C'est-à-dire le rôliste qui a fait énormément de jeux de nature très différente, mais qui n'a pas joué longtemps. Et puis le rôliste des profondeurs, qui serait ce rôliste qui joue à Warhammer ou à Donjons et Dragons depuis des années, qui a exploré le fin fond du jeu à fond. Et sans jugement de valeur entre ces deux types de joueurs, hein, celui qui picore à droite à gauche et celui qui joue en profondeur, il n'y en a pas un qui serait moins expert de jeu de rôle que l'autre. Seulement quand ces deux personnes se rencontrent, est-ce qu'elles parlent de la même activité ? Et dans le fond, si on ne fait pas un rapport de partie pour se mettre d'accord, ces deux-là vont pouvoir s'engueuler sur des tas de choses alors qu'ils auraient été d'accord dans le cas contraire. Je ne sais même pas si c'est pour se mettre d'accord. Quand je te raconte ma partie, tu n'as pas à être d'accord ou pas. C'est ce que je te dis. Mais ça permet d'ancrer ce que je dis ensuite en termes plus généraux, plus abstraits, au moins dans l'expérience telle que je la relate, je la rapporte. Et bien sûr, ça reste 100% subjectif. Je crois qu'il faut préciser ça. C'est aussi pour ça que j'aime pas parler de théorie. C'est pas un appareil, objectif ou rigoureux. Oui. On rapporte ce qu'on veut bien rapporter dans la partie. De notre point de vue, on oublie certainement un tas de choses, on a des biais. Donc, c'est juste pour avoir un point d'ancrage dans la discussion. D'accord. Quand quelqu'un part dans des termes trop abstraits, l'interlocuteur peut demander « Ah, mais dans ta partie, tu rattaches ça à quoi ? Est-ce qu'il y a eu une instance où en fait tu vois ceci ?» On viendra sur ce mot, l'instance. Donc, ok. Effectivement, quand je voulais être d'accord, j'entendais par là s'accorder, plus exactement. S'accorder sur les termes, accorder les violons, quoi. Enfin, voilà, ça donne le la, si on veut. Ça donne le la, voilà, c'est exactement ça. Alors, le premier terme, donc, pour la forge, en fait, la partie se décompose en principalement deux éléments, j'ai envie de dire. Enfin, en fait, 4 éléments, il me semble. Le contrat social, qui est tout ce qui encadre la partie, c'est-à-dire, en fait, pour la forge, en tout cas, telle que tu la présentes dans la conférence, c'est l'activité... le contrat, c'est l'activité sociale des gens qui jouent. Même le contexte, carrément. Le contexte social, oui. Donc là, déjà, on voit... Un des grands points de la forge, c'est de dire le jeu de rôle, l'activité, enfin la partie de jeu de rôle, est une activité sociale. Sociale, oui. Ce n'est pas quelque chose qui serait séparé du contexte social. Du contexte social, qui serait dans une bulle à part, dans un monde magique de nains et d'elfes. C'est une activité sociale, tout comme aller au cinéma, tout comme inviter des amis pour un repas. Donc, dans le vocable de la forge tel que tu l'as trouvé, le contrat social, c'est tout ce qui, autour de la partie de jeu de rôle, sert à l'organiser. Ça va être comment on se met d'accord sur quand on joue, la fréquence des parties. Tu résumes tout ça en disant, c'est nous qui jouons à ce jeu ici et maintenant. En insistant sur le « nous », des gens assis autour d'une table, mais pas n'importe lesquels, des amis, des gens qui se connaissent pas. Voilà, il faudrait développer, déballer ce « nous », réfléchir comment est-ce qu'on se connaît, quelles sont nos relations préalables. Est-ce qu'on est des amis, ou alors est-ce qu'on est des gens qui se rencontrent connaît sur une qui convention ? Est-ce qu'il y a des inimitiés entre nous Voilà, même quelles sont les histoires ? C'est ça le contexte. Je ne dis pas que ça sert à mettre en place la partie, mais c'est là. Et puis, c'est ce jeu et pas un autre jeu, c'est nous qui jouons à ce jeu ici et maintenant, ce jeu-là et pas autre chose. Pourquoi est-ce qu'on joue pas au tennis, au bowling, ou etc. Non, là, on a choisi de faire une partie. Pourquoi est-ce qu'on joue à Donjons et Dragons plutôt qu'à Warhammer ? Exactement. Pour prendre les deux jeux que tu avais cités. Ouais. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à analyser derrière. Est-ce que c'est le maître de jeu qui impose parce que c'est le seul jeu qu'il a préparé ? Est-ce que quelqu'un refuse catégoriquement de jouer à Warhammer alors que les autres préféreraient jouer à Warhammer, mais ils s'en contentent ? Tu vois, ça crée tout un contexte d'attente, carrément. D'une dynamique qui peut influencer tout ce qui se passe après. D'accord.
et puis ici et maintenant. Ça veut dire dans ce contexte social-là, dans ce langage le français présentement, et puis maintenant, c'est l'aspect temporel des choses, c'est-à-dire à quel rythme. Maintenant, est-ce que c'est le soir? Donc du coup, on a peut-être des limites de temps parce que à partir d'une certaine heure, tout le monde va commencer à s'endormir, etc., etc. Et puis le ici, c'est aussi qui invite les gens. C'est de la logistique pure et dure. Il y a quelqu'un qui doit supporter, entre guillemets, le coût organisationnel d'avoir des gens qui viennent chez lui ou chez elle. Quelqu'un qui va apporter des pizzas ou un casse-croûte. Tout ça, ça entre dans le contrat social. Et tu vois, déjà, là, il y a un premier point. C'est qu'il me semble que la notion de contrat social telle que la Forge l'emploie dans ton vocabulaire et tel que nous, à la cellule, nous l'employons, il y a déjà une distinction. Parce que quand la cellule parle de contrat social, généralement, elle parle de ce sur quoi les joueurs se mettent d'accord avant le début de la partie. Alors, bien sûr, on pourrait dire, oui, au sens large, c'est exactement la même chose que ce que tu en dis de la Forge. Mais c'est pas si simple, parce que j'ai la sensation que quand on parle de contrat social ici, on parle en fait plutôt de ce sur quoi les joueurs se mettent d'accord avant le début de la partie, mais au sujet du jeu, pas au sujet de la logistique. J'ai la sensation que le contrat social tel qu'il a été développé sur la Forge est au final plus large dans son acceptation que la vision qu'on en a ici sur la cellule. Donc c'est déjà un premier point à signaler. Si vous lisez la Forge et que vous entendez parler de contrat social, essayez de vous dire que peut-être la façon dont ils en parlent ici, c'est plus large que la façon dont la cellule en parle. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Toi qui es auditeur aussi de la cellule, Christophe. Comment dire, je vais aller dans ton sens parce que j'estime que c'est toi l'expert sur la cellule. Je ne me rappelle pas exactement comment vous l'utilisez à différents moments, mais je pense que c'est important effectivement d'étendre la définition à tous les gens et leur histoire et leurs relations. Et je pense que c'est important pour ceux qui liraient d'anciens rapports de partie de la Forge, parce qu'il y avait ce désir de comprendre pourquoi certaines parties capotent. Ouais. Et pour certains cas, c'est juste parce que les gens ne peuvent pas se sentir. C'est le contrat social. En fait, le contrat social de départ n'est pas sain. Il fallait pas jouer à ça maintenant. En tout cas, pas avant d'avoir mis à plat un certain nombre de choses. Ouais. Donc, j'ai pas d'exemple spécifique en tête, mais je pense que les auditeurs ont tous et toutes quelques exemples en tête où la partie a mal débuté parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait pas en blairer un autre, que ça se passait mal, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors, donc ça, c'était déjà un des aspects qu'il fallait mettre en place si on voulait aller plus loin dans la critique des parties. Tout à fait. Alors, un point qui montre bien la différence entre ce contrat social tel qu'il semble être employé par la Forge, du moins tel que tu l'as trouvé sur la Forge, Christophe, et la façon dont nous, on l'emploie, c'est quand tu dis dans ta conférence, le terme contrat fait penser à quelque chose de signé, mais le contrat social peut être en fait tout à fait implicite. Tu dis cela dans ta conférence. Bah oui, le contrat social d'une partie de jeu de rôle tel que la Forge l'entend, personne n'a rien signé. Et tout, en fait, on subit beaucoup de choses. Le ici, le maintenant, le nous, par exemple, on décide de jouer avec ces gens-là, mais enfin, c'est pas nous qui avons décidé explicitement d'appeler un tel. À ce moment-là, il se trouve que ces gens, enfin, c'est possible, en tout cas, qu'il se trouve que ces gens soient réunis là par le plus grand des hasards. Alors que nous, la façon dont on emploie le terme contrat social semble impliquer justement que tout le monde est au courant du contrat social. Et ça, c'est très important. Ça arrive très souvent dans la cellule que quelqu'un dise « Oui, mais tu n'as pas respecté le contrat social. » Sous-entendu, tu avais signé même implicitement ou tacitement, en acceptant de jouer cette partie, tu avais accepté telle règle et tu ne les as pas respectées. Donc on voit dans cette simple phrase que tu énonces, on voit toute la différence entre le contrat social tel qu'il est employé sur la cellule et le contrat social tel que tu l'as trouvé dans la Forge, parce que nous, on refuse l'idée que... Ou alors c'est qu'il a mal été posé, justement. Et on dira, si les gens
à un moment donné réalisent que quelque chose se passe dans la partie alors qu'ils n'avaient pas signé pour ça, c'est que le contrat social le contrat social avait été mal posé. Alors que le contrat social tel que la Forge en parle accepte très très bien le fait que quelque chose ne soit pas signé, ait été strictement implicite. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Effectivement, je pense que de toute façon, ce serait illusoire de penser qu'on arrive à tout mettre à plat entre toutes les personnes qui participent. Il y a forcément des non-dits, des choses qu'on ne pense même pas qui pourraient être pertinentes. Enfin, ce serait une psychothérapie de groupe pendant des années avant de pouvoir commencer. Donc c'est impraticable. Ouais. Alors que nous, je pense que ce que vous dites, vous, Christophe, fait partie de la chose. Effectivement, on peut expliciter des parties du contrat social, les parties qui nous semblent a priori les plus importantes. Et je crois d'ailleurs que la cellule propose en soi déjà un exemple de contrat social particulier quand tu fais des one-shots ou des... Comment on appelle ça, les playtests. Tu l'as déjà dit à quelques reprises, des fois tu joues pour pouvoir participer au podcast alors que tu sais déjà dès le début que en temps normal tu n'aurais peut-être pas joué à ce jeu. Complètement. Donc rien que faire une partie pour un podcast, ça va nous influencer alors que ça n'a rien à voir avec le jeu auquel on joue. Il y a même des fois où ça m'a pourri le jeu que j'étais en train de tester. Et je pense notamment au tien. Pour les petites choses oubliées, j'avais dit explicitement dans le podcast, si vous réécoutez ce podcast, que le fait de savoir qu'il y avait un podcast derrière m'a empêché de développer certaines choses, notamment parce que c'est un jeu qui parle aussi d'intimité. Et donc du coup, comme on sait que derrière, on va aller briefer la partie publiquement, c'est hyper compliqué, on va aller expliquer la partie publiquement, c'est hyper compliqué de développer des éléments intimes avec la personne et compagnie. Voilà, ça c'est quelque chose, a priori, dans mes parties, c'est jamais quelque chose que je dis. Je dis jamais, ok, ce qu'on va jouer ici reste à la table et puis personne n'en parle après. D'accord. On le dit pas en général. Ouais. Mais très souvent, c'est un peu ce qui se passe en fin de compte. Mais c'est vrai que dans le cas du podcast, comme ce sera publié, on va soit se censurer, soit peut-être même dire, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être, ce passage-là, on va pas en parler. Il me semble qu'il y a des fois... Est-ce que c'était dans le podcast sur Harry Potter Bienvenue à Poudlard. Il y avait une scène que vous avez un peu passée comme chat sur braise parce que ça se disait pas à l'antenne ce qui s'est passé. C'est un exemple de... Il y en a plein comme ça. Oui, voilà. Donc là, tu vois, c'est intéressant parce que nous, la manière dont on emploie le terme contrat social, on essaye justement qu'il soit le plus clair possible. J'essaye, par exemple, là en ce moment, j'écris Vademecum et j'essaye dans Vademecum de rédiger un texte que le MJ puisse lire au début de la partie et qui explicite tous les aspects du contrat social, de façon à ce que tout le monde soit parfaitement informé du jeu auquel il joue ce soir, ici, maintenant, et compagnie. Alors, il y a une contradiction avec ce qu'on vient de dire. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas tout expliciter puisque tu n'es pas à la table des gens qui vont jouer. Exactement. C'est-à-dire que la contradiction, elle est là. C'est-à-dire que quand on parle de contrat social... Oh là là, je suis en train de faire tomber mes notes. Quand on parle de contrat social à la cellule, on suppose le fait qu'il puisse nécessairement y avoir un jeu qui puisse totalement bien expliquer, décrire ce contrat social et que tout le monde puisse signer, qu'il soit une adhésion volontaire, un côté rousseauiste en fait. Moi, le contrat social, quand j'en ai entendu parler la première fois, j'avais la vision rousseauiste du contrat social. C'est pour ça d'ailleurs que je lui ai appliqué cette vision forte. Mais pour autant, je pense que c'est une bonne chose que l'auteur réfléchisse dans quelle mesure son jeu peut poser des questions dès le début. Et s'il y a des choses à discuter en amont, pourquoi pas que l'auteur rende explicite ces questions. Ça, je pense, c'est même une bonne chose. Ouais. On le voit aussi dans Breaking the Ice, où on doit mettre en place l'âge légal de l'histoire à laquelle on va jouer, sous-entendu... jusqu'où vous êtes prêt à aller. Jusqu'où dans l'intimité, la description graphique, est-ce qu'on est prêt à aller dans le cadre d'une relation intime et amoureuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut... Alors après, ça se discute. Est-ce qu'on le dit en amont ou est-ce qu'on graffine au fur et à mesure de la partie ? Le contrat social englobe tout ce qui est la partie de jeu de rôle, pas juste dans le sens où il vient avant, mais aussi on peut s'arrêter un moment et puis dire en fait, ce genre de choses, en fait, j'ai pas pensé avant, mais en fait, ça me dérange. Ou on peut le renégocier ou le faire évoluer en cours de partie. Ah, c'est intéressant. Ça transpire à travers...
Ça, c'est peut-être encore une distinction. Ça passe à travers toute l'expérience, parce que c'est du début à la fin, une activité sociale. Pas juste au début, puis après on part dans notre petite bulle magique. On est toujours en activité sociale malgré l'effet d'immersion, l'effet captivant que peut avoir le jeu de rôle sur nous. C'est intéressant, très intéressant. Alors, la deuxième phase, je ne sais pas comment appeler ça, tu te souviens de ton schéma là, de cercle concentrique? Ce n'est pas le mien, ça c'est celui de Ron Edwards. Ouais. C'est je crois que j'avais appelé ça les niveaux, de l'activité. Ouais. Donc ce sont même plus des boîtes, puisque le contrat social englobe le prochain niveau que tu vas introduire. Le niveau d'exploration. Alors l'exploration, c'est quoi dans la forge telle que tu l'as trouvée? C'est le truc qu'on fait quand on fait du jeu de rôle. Le truc qu'on fait quand on fait du jeu de rôle, l'exploration. On pourrait presque dire que c'est faire du jeu de rôle. Faire du jeu de rôle, tout simplement. Ouais. Quand on fait un peu abstraction du contrat social, de l'aspect social de l'activité. Donc c'est faire du jeu de rôle, je crois. Et dans un certain sens. Voilà, et après cette activité se divise encore en sous-parties. Alors là-dessus, il y a les personnages, l'univers, les situations, le système et la couleur. Sachant qu'ici, système et couleur, attention, justement, ça fait partie, c'est deux des concepts qui ne sont pas employés sur la cellule et par la forge de la même manière. Alors... Voilà, ce que tu as énoncé là, cette liste d'éléments, c'est une décomposition... possible. Ouais, c'est qu'une décomposition possible. Selon moi, de l'exploration, mais c'est celle que Ron Edwards a. Alors comment ça, selon toi? Parce que pas uniquement selon toi, c'est-à-dire que le fait que ce soit une décomposition uniquement possible, tu me disais en préparation du podcast qu'apparemment même Vincent Baker et Ron Edwards étaient par exemple pas d'accord sur cette manière de découper l'exploration. C'était pas exactement sur le découpage, mais il y a eu différents termes pour l'exploration aussi. Ah, d'accord. Pour Ron Edwards, un synonyme du mot exploration, donc là, il faut bien voir qu'on est dans un contexte très spécifique. Synonyme d'exploration, ce serait espace imaginé et partagé. Espace imaginé et partagé. Et non imaginaire, ça c'est une de ces marottes. L'espace n'est pas imaginaire, c'est le fruit d'une action d'imagination, donc il est imaginé. D'accord. Et ce à quoi un autre pape souvent cité par la cellule, Vincent Baker, ce à quoi Vincent Baker n'est pas vraiment d'accord. Ils ne se sont jamais vraiment entendus sur ça. Ils ne sont pas mis d'accord là-dessus. Je ne saurais pas expliquer dans les détails, sans faire de recherche plus poussée, pourquoi exactement ils ne sont pas d'accord. Je soupçonne, mais je peux me tromper, que c'est sur la notion de partager. Et peut-être que là, on part sur le maelstrom, peut-être. Mais d'accord, ok. À quel point est-ce que c'est vraiment partagé, ou est-ce que c'est même pertinent d'insister là-dessus? Ça, c'est intéressant. Ouais. Là, j'ouvre des digressions, mais... Je vais pas rentrer dans les digressions sur le Maelstrom, effectivement, mais juste dire que le contenu fictionnel malléable dans le Maelstrom, donc Maelstrom qui est pour moi ce que l'on fait justement pendant une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire une réflexion collective sur des situations possibles, donne lieu à ce qu'on appelle le contenu fictionnel malléable, c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'on imagine collectivement. Et ma théorie dit que le contenu fictionnel malléable, personne n'en a une vision claire et distincte. Chacun voit le contenu fictionnel malléable de son propre point de vue. Donc si c'est le cas, comme je le prétends, l'espace imaginé n'est pas partagé. Il est il est visible par chacun d'une façon différente et donc personne ne partage. Voilà, pour expliquer cette digression. C'est pour ça que je dis que c'est une décomposition possible, puisque dans cette présentation à la Ron Edwards, le personnage existe. Oui, alors que dans ta vision, par exemple, Romaric, il existe plusieurs facettes d'un même personnage, dont une portion est peut-être commune, mais pas, de loin pas tout. Donc finalement, cette façon de décrire l'exploration de Ron Edwards est déjà engagée dans un certain type de jeu de rôle. Le fait qu'il existe un personnage, ça suppose que les choses que l'on imagine concernent des personnages, que chacun joue son personnage, etc. Tel que je le vois, ça veut dire que ce que tu dis est vrai largement, puisque c'est un peu le type de jeu qui existait au moment où le modèle a été développé. Je pense pas qu'on peut l'extraire de cette décomposition maintenant où on en est dans notre discussion. Mais effectivement, est-ce qu'on a vraiment envie d'insister sur la décomposition entre personnages et univers?
Ouais, non, mais c'est intéressant. On peut, mais on fait un choix si on le fait. En tout cas, prenons garde lorsque l'on décrit l'exploration à ne pas charger notre théorie de concepts inessentiels à l'activité de jeu de rôle. Parce qu'on aurait vite fait de dire puisqu'il y a des choses qui correspondent pas à ma vision de l'exploration dans un jeu ou un autre, ceci n'est pas du jeu de rôle. Or, c'est à tout prix ce qu'on cherche à éviter. Alors, rapidement, donc, on cherche à éviter de devoir dire ceci n'est pas du jeu de rôle, et même il faut jamais dire ça parce que je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Alors rapidement, nous, l'exploration telle qu'on l'entend à la cellule, généralement c'est plutôt l'exploration pour la cellule, c'est la recherche de l'observation de toutes les possibilités offertes par un jeu. Explorer, c'est se donner les moyens d'arpenter, j'allais dire d'explorer, je suis nul parce que j'arrive pas à définir ce terme sans l'utiliser dans ma définition. Explorer les différentes possibilités qui sont présentes dans un jeu donné. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'exploration telle qu'elle est décrite ici dans la théorie de la forge. Voilà, c'est juste. Et alors, le système dans l'exploration pour Ron Edwards, puisque je vous rappelle, l'exploration pour Ron Edwards se décompose en 5 parties, donc les personnages, l'univers, les situations, le système et la couleur. Alors, les personnages, c'est tout ce qui concerne les personnages. L'univers, ça semble assez évident aussi. Les situations, c'est comment justement ces personnages sont placés dans l'univers, comment ils interagissent entre eux. C'est vraiment les situations concrètes sur lesquelles on joue. Voilà. En fait, il utilise souvent l'expression, c'est l'élève, non, comment il dit, c'est le gorille à 800 livres, c'est une de ses expressions. C'est le gros de ça, c'est la situation. Ouais. Une situation, c'est un certain nombre de personnages dans un certain contexte. Vous arrivez dans l'auberge, elle est en feu, qu'est-ce que vous faites ? Et on est constamment dans des situations au jeu de rôle. Voilà, exactement. En fait, il a même une équation, c'est personnage plus univers égale situation. Égale situation, voilà. Et c'est les situations qui accaparent la plus grande partie de notre attention, je dirais. Mais là, j'ai envie de dire que pour les auditeurs, c'est assez intuitif parce qu'on emploie le mot situation absolument dans le même sens que Ron Edwards ici. C'est vraiment, oui, je pense. Et donc, le système. Pour Ron Edwards, ici, dans le cadre de cette théorie, telle que Christophe l'a compris en tout cas, c'est le moteur des situations. C'est ce qui va faire qu'on va passer de situations à d'autres situations. C'est ce qui va faire que les situations vont évoluer. Et là, il y a une divergence avec la manière dont la cellule le conçoit. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait préciser ce système-là, l'évolution des... Alors, il y a eu plusieurs façons de le définir. Ron Edwards aimait bien dire que c'est le temps de l'exploration, dans le sens où s'il n'y a pas de temps, la situation reste figée. Et en fait, si on fait évoluer dans le temps une situation, c'est qu'il y a un système à l'œuvre. Ouais, c'est intéressant. Et là, Ron Edwards a ensuite adopté la définition de Vincent Baker, qu'on appelle parfois le principe de Lumpley, il faudrait en fait même dire de Lumpley et de Boss, parce que Emily Kerr Boss et Vincent Baker ont développé ce système bien avant la forge en discutant ensemble. Et je crois que tu l'as noté. C'est l'ensemble des moyens que les participants utilisent pour faire évoluer les situations. Le système. C'est ça, le principe. Essentiellement, c'est ça. C'est synonyme avec le mot système, cette définition quelque part. C'est la définition. Alors, on réécoute la définition du système telle que développée ici. C'est l'ensemble des moyens que les participants utilisent pour faire évoluer les situations. Ça, c'est la définition du système telle que la forge, telle que, encore une fois, Christophe le présente dans sa conférence, est donnée. Et la cellule, c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, il y a des subtilités. C'est subtil. La différence est subtile parce que on pourrait dire quand même que la façon dont on emploie le mot système, c'est ça. Mais non. Pour la cellule, le système, c'est l'ensemble des règles. La définition est plus restreinte. C'est l'ensemble des règles utilisées pendant la partie. C'est comme ça qu'on emploie le mot système. Quand on parle de système, on parle en fait de les règles qui s'appliquent sur les joueurs pendant la partie de jeu de rôle. Donc, j'ai la sensation... Alors, je sais pas, j'ai la sensation que la définition qu'on en donne, enfin, en tout cas, la manière dont on emploie ce mot sur la cellule est plus restreinte que la façon dont Ron Edwards, ici,
l'emploi. Mais c'est une intuition et à vrai dire, là maintenant, en relisant mes notes, je ne saurais pas comment la justifier. La distinction. Ouais. Si tu insistes sur les règles comme étant les choses qui changent les situations, comment est-ce que tu expliques qu'un maître de jeu, ayant décrit une première situation, les joueurs s'étant fait une image de la situation, par exemple deux personnages qui se font face, si le maître de jeu décrit qu'un des PNJ abat l'autre et qu'effectivement la victime s'effondre, la situation a changé. Avant, il y avait deux personnages vivants se faisant face. Tout à fait, ouais. Ensuite, le MJ a décrit que l'un abattait l'autre. Ensuite, donc la situation a changé. Quelle était la règle employée ici ? Le MJ a le dernier mot sur les propositions énoncées sur le joueur qui vient de tomber. Donc si ça fait partie des règles, alors oui. Le système. Mais je ne sais pas si beaucoup de gens intègrent ça dans le concept de règle. C'est juste le maître de jeu qui a dit quelque chose. Pour moi, la façon. Et dans le sens où les autres sont d'accord que le maître de jeu a cette prérogative, il le fait. D'accord. Peut-être que dans certains cas, d'ailleurs, ils vont s'y opposer. Ils vont dire non, mais attends, tu peux pas juste détruire ce personnage comme ça. On lui avait pas donné un gilet pare-balles juste quelques minutes avant de l'envoyer au casse-pipe. Tu veux aller chercher un plaid ? Ouais, on se les caille à la Barreau en hiver. Vas-y, va chercher un petit plaid. Ah oui, à ce point-là. Ah, voilà. Là, j'ai pris mon manteau, mes gants. En fait, le problème, c'est que moi, je trouve que dans la définition que la forge, encore une fois, que tu donnes ici, donc l'ensemble des moyens que les participants utilisent pour faire évoluer des situations, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on parle aussi de l'imagination, des moyens intellectuels, en fait, des ressources mentales qui sont mises en œuvre. Parce que pour faire évoluer des situations, ce qu'on utilise avant tout, le moteur de l'évolution des situations, c'est d'abord l'imagination. Et donc, du coup, j'ai l'impression que dans le cadre de l'exploration tel que le définit Ron Edwards, et donc dans le système tel que le définit Ron Edwards, ou le principe de l'Humplay, c'est qu'il semblerait que l'imagination, les moyens intellectuels des joueurs fassent partie du système. Et moi, ça me pose problème. Parce que pour moi, en fait, un système, c'est d'abord les règles et la façon dont les règles encadrent l'activité d'imaginer. Pas les moyens intellectuels en eux-mêmes. Alors là, pour moi, tu es allé assez vite parce que ça, c'est une question que je me suis jamais posée, je n'ai jamais vue sur la forge. Peut-être qu'elle existe, je ne sais pas, cette discussion. Mais ça te semble poser problème que l'imagination des joueurs, là on peut parler peut-être d'imagination collective, puisque chacun peut contribuer et faire évoluer la situation. Ça te pose problème ou ça te pose des questions que ça puisse entrer dans cette définition? Oui. Ok. Pour moi, le système, c'est ce qui encadre l'activité sociale ou l'activité physique ou l'activité mentale d'imaginer. Ça peut pas être quelque chose qui... Ok, mais ça c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi. Ouais. Ok, ouais. Alors je sais pas, ça donc, je peux pas répondre. C'est pour ça que ma définition sur la cellule est plus restreinte que la définition qu'en donne Ron Edwards. Et pourquoi ça poserait problème que toute situation que nous n'avons pas imaginée et donc sur laquelle nous n'avons pas pu être d'accord pour continuer la partie. Comment la formuler cette question? Pourquoi ça pose problème que toutes les situations non imaginées soient quelque part en creux aussi partie du système, dans le sens où on ne pouvait pas les choisir puisqu'on ne les a pas imaginées. En tout cas, la façon dont on emploie le mot système en français, c'est pas pour décrire les acteurs, c'est pour décrire les structures qui encadrent les acteurs. Le problème, c'est que l'imagination, la manière dont on imagine les situations, me semble être le propre d'un acteur, pas d'une structure. Et donc les habiletés cognitives des personnes sont propres aux agents. Aux agents, et non au système. Système dans lequel ils s'inscrivent. Exactement.
Alors, c'est une bonne question. Je sais pas trop voilà, quoi dire. C'est philosophiquement très engagé ce que je dis. Alors, je ne sais pas où se situerait la limite à ce niveau-là. Il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on parle de termes entre la forge et la cellule qui sont des termes qui ont été traduits de l'anglais. Les termes de la forge ont été traduits de l'anglais. Voilà. Est-ce que les mots système employés aux États-Unis ou les mots système employés en France sont chargés des mêmes théories intellectuelles? La réponse est forcément non. Et donc, il est normal qu'une traduction ait comme ça des divergences. Enfin, donc là, ici, le fait que, par exemple, moi, à la cellule, je puisse avoir une façon d'employer le système qui soit chargée de théories philosophiques, sociologiques, différentes que Ron Edwards n'a rien de choquant. Donc, mais bon, là, on pinaille sur la définition peut-être, mais est-ce que l'ensemble des moyens, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il inclut nos habiletés cognitives? Romaric vient de briser un crayon à mine en deux. De la force de ses doigts. La force de mon pouce. Est-ce que mes capacités à imaginer sont un moyen? Puisqu'on parle là de définition. Romaric disparaît de la scène. Il ferme la porte pour pas que je gèle. Et Soren qui va débarquer dans ce podcast sinon. Hop, oui. Il aurait certainement beaucoup de choses à nous. Moyen, c'est les moyens en fait. C'est le truc c'est ce terme moyen en fait qui me pose problème. D'accord. Mais est-ce que ton habilité à imaginer des scènes, est-ce que c'est un moyen? Bah écoute, on relit la définition ensemble. Hein. C'est l'ensemble des moyens que les participants utilisent pour faire évoluer des situations. Mais est-ce que c'est un moyen? On parle de moyens intellectuels. On parle de c'est moyens... vrai, c'est une expression consacrée. Ah non, je sais pas. Donc d'accord. Je sais pas. Enfin, je sais pas exactement, mais en tout cas, un des moyens de faire évoluer les situations dans le jeu de rôle, c'est quand même, par exemple, de suggérer des choses, d'imaginer des choses. Oui, mais les choses... Ouais, d'accord. Ouais. Enfin, c'est de trouver des inspirations quelque part. Et puis, tout ça, je refuse. Enfin, pour moi, ça me semble contre-intuitif de dire que ça fait partie du système de jeu. Mais je pense, c'est pas exclu que cette question ne se soit jamais posée jusqu'à maintenant. D'accord, ok. Et on revient à cette idée que la théorie entre guillemets de la forge est une discussion constante. On est en train d'avoir cette discussion en fait. Cette potentielle évolution de la définition du système, peut-être que si Ron Edwards participait à ce podcast, il dirait « Romaric, ta question est pertinente, à condition que tu puisses me fournir un rapport de partie où tu illustres en quoi cette question pose problème. » Bien sûr. Mais il faudrait peut-être qu'on s'y penche. Je sais pas. C'est intéressant. En tout cas. Bon, alors donc ici on voit que déjà le terme système est employé peut-être de façon différente. Et puis il y a un autre terme, j'ai dit, pour Ron Edwards, l'exploration c'est perso, univers, situation, système, et puis j'en ai ajouté un autre, qui est le terme de couleur. Alors le terme de couleur, là, il fait débat, et là pour le coup, il y a des distinctions à souligner entre la cellule et Ron Edwards. Alors comment Ron Edwards, enfin en tout cas, encore une fois, tel que ta conférence le présente, décrit la couleur? Tu parles de détails superflus, mais inspirants. C'est intéressant. Oui, alors ça, je me demande si c'est pas, en fait, atteint de ma propre pratique vision de ce terme. Je suis plus sûr... Est-ce que tu as des exemples là? L'exemple que tu donnes sur ton PowerPoint de, tu sais, le chevalier en armes, c'est quoi? C'est l'exemple que je me rappelle plus par cœur. Alors moi je m'en souviens. L'exemple que cite Christophe dans sa conférence pour dire ce que c'est la couleur, pour donner un exemple, c'est dans un cas vous pouvez dire le chevalier traverse la place. Dans un autre vous pouvez dire une femme en armes portant les armoiries du duc de Bidule traverse la place, son armure ruisselant de lumière, etc., etc. Donc, dans les deux cas, le fait décrit, la situation décrite est la même. Il y a quelqu'un qui traverse une place. Mais dans un cas, les détails sont dans une certaine tonalité, décrits d'une certaine façon, présentés différemment. Et dans un autre, ils sont tout simplement objectivement, on dit la même chose, mais la couleur de la phrase est différente parce que la manière de la dire,
la manière de décrire les événements est dans un cas un peu plus riche, on va dire, que l'autre, etc. Et la différence entre les deux, c'est la couleur. Les deux propositions, entre le chevalier traverse la place, dit comme ça, et une femme en armes, son armure ruisselant de lumière traverse la place, c'est la couleur. C'est la couleur. Ouais. C'est l'exemple que tu cites, je crois. Oui, exact. C'était assez proche de ce que j'ai effectivement dit. Maintenant, ça me revient. Et là, je peux confirmer, maintenant je l'ai sous les yeux, la définition que je donne n'est pas celle qu'on retrouve dans le glossaire provisoire de la Forge. Et je dois me corriger par rapport à quelque chose que j'ai dit au début de podcast. Le glossaire provisoire vient après les 3 gros articles sur chacune des démarches créatives. Moi, j'avais la sensation que le glossaire provisoire, si vous voulez avoir un aperçu, chers auditeurs, des idées que la Forge a défendues sur son forum, le mieux, que cette communauté comme ça a su déployer sur son forum, le mieux, c'est d'aller voir le glossaire provisoire. C'est ce que Ron dirait lui-même. Ouais, okay. Il faut commencer par là parce que ça résume... c'est un des derniers articles. Tout ce qui vient ensuite est une discussion sur forum. Ouais. Encore qu'actuellement, il a commencé à mettre en place un wiki pour le Big Model, mais qui n'est pas complet à l'heure actuelle. Très bien. Donc, la définition du glossaire, c'est des détails imaginés au sujet de tout composant de l'exploration, que ce soit le système, les personnages, l'univers ou la situation, ajoutés de telle sorte que ça ne change aucun aspect de l'action ou de la résolution intéressant, dans la scène imaginée. Putain, c'est beaucoup plus riche que ce que je pensais. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. On ne parle pas de détails inspirants ici. On parle d'éléments qu'on ajoute, mais qui, quelque part, n'ont pas d'effet mécaniquement concret. Inertes. Ils sont mécaniquement inertes. Ils ne changent pas la résolution. Ouais. Exactement. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et moi, ça me fait penser tout de suite à... Excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui. Et voilà, là, on voit une distinction entre... moi, le messager, le non, je ne suis pas porte-parole de cette théorie, puisqu'en fin de compte, ici, j'ajoute un aspect qui m'est cher à moi, en fait. Exactement. Le côté... Et figure-toi que ce qui est très rigolo, c'est que c'est de la manière dont toi, tu l'emploies que nous l'employons à la cellule. Voilà. C'est normal, puisque c'est toi qui nous as transmis en grande partie les connaissances qu'on a de la Forge. Alors, je sais que typiquement, Frédéric a lu tous ces articles aussi. Donc... Oui, tout à fait. Et Fred et toi. Ouais. Là-dessus, vous vous entendez plutôt bien. La couleur telle qu'elle est définie dans Prosopopée fait exactement ce que tu viens d'en dire là. C'est détail inspirant. Ce qui compte pour Frédéric, c'est que ce soit inspirant. Et c'est vrai aussi que ça n'impacte pas immédiatement les mécaniques. L'année dernière, Fabien lui-même me reprenait d'ailleurs sur ces questions. Il disait que j'avais une vision de la couleur dans les micros de la cellule qui était où j'acceptais que la couleur en fait puisse influencer les mécaniques du jeu. Pour moi, je penche en fait dans ton sens, mais je pense que c'est une question d'échelle aussi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le mot inspiration est peut-être utile, c'est que plus tard, tel détail va être important. Dans un jeu d'enquête, typiquement, un premier élément de couleur posé comme ça n'a peut-être pas d'effet immédiat dans une résolution de trouver objet caché ou je ne sais quoi. Mais plus tard, peut-être que cet élément reviendra et sera absolument essentiel à la conclusion de l'enquête. Donc dire qu'il n'a aucun effet sur la résolution, ça me semble extrêmement insatisfaisant personnellement. Mais c'est sur une toute autre temporalité. Moi je dirais il semble ne pas produire d'effet dans l'immédiat. En tout cas, il ne donne pas plus un au jet de trouver objet caché. Ce qui me fait marrer avec cette histoire de couleur, c'est que c'est exactement la définition en philosophie analytique du mode de présentation tel qu'il est présenté par Gottlob Frege. Alors ça, c'est rigolo, c'est-à-dire que pour Frege, toutes les propositions ont une couleur, au sens de Ron Edwards. C'est-à-dire qu'en fait, alors bien sûr, Ron Edwards et Frege ne se connaissaient pas, parce que Frege est un philosophe analytique qui précède bien avant la Forge. L'idée, c'est que pour Frege, toute proposition a ce qu'il appelle une dénotation. C'est-à-dire quand je dis la bière est sur la table, la dénotation de la bière est sur la table, c'est le fait que la bière soit sur la table. Et
le mode de présentation d'une proposition, c'est la façon dont je dis ça. Je peux dire la bière est sur la table, ou ma binge est sur la table, ou la Heineken est sur la table. Ça ne change rien à la dénotation de la proposition, mais ça change le mode de présentation de la proposition. Et ben, c'est exactement la même chose en fait. Ce que dit Ron Edwards ici, c'est que la situation décrite, le fait décrit est le même, mais le mode de présentation de ce fait est différent. Et donc la couleur de Ron Edwards, c'est presque synonyme presque du mode de présentation de Gottlob Frege. Alors moi, ça m'amuse beaucoup ça. Voilà. De voir comme le jeu de rôle peut produire lui-même, avec ses propres théories, ses propres concepts, des choses qu'on retrouve en philosophie analytique. C'est un violon dingue. Mais effectivement, moi, j'ai de la peine à dire que ça n'a aucun impact. Moi non plus, j'y arrive pas. J'y arrive pas en fin de compte. Pour moi, le fait que tu écrives sur une feuille de perso le terme force plutôt que le terme puissance colossale des dieux de l'Empire, tu vois, pour moi, il y a quand même, ça a un impact sur ce qu'on va raconter, sur la façon dont les situations vont se dérouler justement, sur les moyens dont les situations vont se dérouler. Voilà, mais est-ce que ça change la résolution dans un cas immédiat? En tout cas, non. Non, c'est vrai. Mais ça va changer comment on joue la partie. Mais oui, complètement. Donc, moi, j'avais un peu souci que la définition initiale, ça n'a pas d'impact sur la résolution, nous empêche de voir l'importance cruciale de la couleur, en fait. Exactement. Dans le fait que ça pose des germes qui vont éclore plus tard. Complètement. Ouais, complètement. Et qui sont cruciaux pour pas qu'on rame à la fin, quoi. Enfin, ouais. il faut ajouter de la couleur, pour qu'on ait des idées plus tard. Sinon, on s'épuise, à essayer d'inventer sur un sol stérile, quoi. Donc voilà, on voit que là, ici, en tout cas, la définition de la forge, de la couleur et la définition de la cellule de la couleur a évolué. C'est-à-dire qu'à mon avis, le fait que toi, Christophe, t'aies ajouté ça, le fait que c'était inspirant, le fait que Frédéric Sintès aussi ait beaucoup insisté là-dessus, notamment lors de la publication de Prosopopée, et le jeu Prosopopée, en fait, vraiment joue autour de Absolument, de couleurs. Je l'utilise volontiers pour illustrer ce principe. Cette distinction de définir, cette autre façon de cette définir. Évolution de la définition, en fait. Et donc nous, du coup, sur la cellule, on est vraiment héritier de Christophe et Frédéric sur ces questions. On emploie vraiment le mot couleur comme ça, détail superflu, mais inspirant. Et ce mais inspirant est souligné par nos soins. Et puis, pour avoir essayé d'amener ces discussions sur la forge, j'y ai fait un bide monumental. Ah bon? Ah ouais. Donc c'est pas moi faute d'avoir essayé de lancer la discussion sur la forge à l'époque. Ça ne prenait pas. Je pense que c'était pas dans leurs préoccupations du moment. Alors que nous, la couleur, on en parle dans tous les podcasts playtest et one-shot que vous pouvez entendre. Pour moi, la couleur, c'est comme le champ lexical dans un texte. Si tu veux, si je voulais faire une analogie, ce serait pour moi la couleur dans le jeu de rôle, c'est le champ lexical dans un texte. C'est-à-dire que c'est la différence entre parler dans un texte, utiliser le vocabulaire de la mort pour décrire le décès de quelqu'un, ou alors utiliser le vocabulaire de la nature pour décrire ce même décès. C'est-à-dire dans un cas, on va parler de la j'ai pas d'exemple en tête, mais on va parler de comment le corps se décompose, par exemple, etc., de façon très physique, très pragmatique. Et puis dans un autre, on va en parler de la mort au sens poétique. Il est parti, il nous a quittés et compagnie. Et la différence, les saisons, l'hiver. Voilà, c'est ça et tout ça. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important de savoir quel est le champ lexical employé par un auteur pour décrire son jeu, pour décrire les mots qu'il emploie en fait, même dans la base du jeu, et même les mots qui sont employés au cours de la partie de ce jeu. C'est hyper important à analyser parce que ça donne le sens, le propos du jeu, ça permet... moi je trouve que c'est vraiment... ce qui est marrant, c'est qu'on voit que le détail superflu est finalement très important ici. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est pas un podcast sur la couleur qu'on fait aujourd'hui. Alors un autre sens du mot couleur qu'on peut entendre notamment employé par quelqu'un comme Thomas Poussou au tout début du podcast de la cellule, mais je me permets de le préciser ici, c'est le sens de couleur au sens de unité cohérente de tout un univers. Quand par exemple on va dire ça respecte la couleur du jeu, sous-entendu ça respecte la direction artistique du jeu, ça respecte le canon esthétique du jeu.
Et la Forge, d'ailleurs, pour ce terme, emploie volontiers le mot canon, hein, il me semble. Enfin, en tout cas, toi, tu emploies, Christophe, pour décrire certaines idées de la Forge, le nom canon, notamment quand on parle du simulationnisme, on dit que c'est la célébration d'un canon. Eh bien, c'est arrivé sur les podcasts de la cellule que le mot couleur soit employé comme synonyme du canon esthétique, ce qui est assez confusant, mais c'est la vérité. Mais c'est compréhensible aussi, parce qu'un canon sans couleur, il n'y a personne qui va le célébrer. Bah oui, là, exactement. Donc, tout à fait. Tout à fait. Alors, maintenant, on entre un petit peu plus. Donc, on a dit le contrat social, l'exploration. Là, on a vu dans le détail de l'exploration les mots qui variaient comme ça de la cellule à la Forge. Maintenant, on va parler de l'autre boîte. On a première boîte, le contrat social. Deuxième boîte, l'exploration. Et dans l'exploration, il y a ce qu'on appelle les techniques. C'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Les techniques, qui sont les éléments constitutifs du système, soit 3 choses, les règles du manuel, les décisions de principe, donc sur la cohérence, et les décisions ad hoc sur... donc c'est celles qu'on va prendre au cours de la partie en improvisation en fait. Alors là j'avoue que même... Alors moi, ce terme de technique là, de la Forge, moi je ne le comprends pas. Et c'est pas du tout comme ça qu'on l'emploie sur la cellule. Alors dans le résumé que tu viens de faire, tu as mélangé la technique telle qu'on peut trouver la définition sur la Forge avec une analyse qui a été amenée par Vincent Baker sur son blog à lui. D'accord. Alors, comme qu'est-ce que c'est la technique ? Tout le monde met Vincent dans les têtes pensantes de la Forge, donc voilà, mais... Pourquoi pour toi c'est pas le cas ? Attends, c'est intéressant ça. Je dis pas que c'est pas le cas, mais je dis que ça n'a pas été... On ne trouvera pas, à ma connaissance, on ne trouvera pas d'article qui mélange ces deux termes. Ou pas comme... En tout cas, pas en y mettant l'importance qu'on est en train d'y mettre. Si on reprend le glossaire provisoire, qui a 13 ans entre-temps, donc ouais, super. Ce sont des procédures de jeu spécifiques qui, employées ensemble, sont suffisantes pour introduire les personnages, les lieux et les événements dans l'espace imaginé, partagé, dans l'exploration en fait. D'accord. Toutes sortes de techniques peuvent être utilisées dans différents jeux pour obtenir le même type d'événement. Et je comprends pas. Moi, ça, je suis pris dans leur ensemble, effectivement, elles comprennent ou constituent le système d'un jeu donné. Et ensuite, ce que Vincent a fait sur son blog, c'était de proposer peut-être une façon de catégoriser différentes techniques. D'accord. Donc effectivement, il y a les règles dans la base, mais ce ne sont pas les seules. Moi, je trouve ça hyper chelou, ce terme. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qu'il trouve ? Moi, ce que je trouve chelou, c'est que Ron Edwards dit « le système fait partie de l'exploration » et il dit « les techniques, ce sont les règles du manuel appliqué, en fait, en gros. » Non. Il dit que ce sont les procédures de jeu. Pas du jeu en tant que... Pas de game, mais de play. D'accord. Le jeu, l'activité, pas le jeu, le livre, le... Alors, est-ce que tu as entendu parler du concept de Julien Poire qui s'appelle le geste rôliste ? Ça te dit quelque chose ? Malheureusement pas. D'accord. Donc, c'est un concept que j'aime beaucoup personnellement. C'est l'idée que il existe un savoir-faire. Alors, j'essaye de le résumer comme je l'ai compris. Je suis désolé, Julien, si je galvaude ton terme. J'essaye de faire au mieux. J'invite les auditeurs à aller vérifier tout ce que je raconte. Si vous tapez la geste rôliste ou que vous alliez sur les articles de Génie et compagnie, vous y trouveriez des liens qui vous permettraient d'avoir les définitions précises. La geste rôliste, c'est un ensemble de savoir-faire que les joueurs acquièrent au fur et à mesure de leur partie de jeu de rôle. Au fil, tu vas jouer à plein de jeux différents tu vas faire plein de parties différentes et au fur et à mesure, tu vas acquérir en fait des compétences personnelles qui sont du savoir-faire, de savoir exprimer certains trucs, etc. Il appelle ça la geste rôliste. Est-ce que les techniques, c'est pas ça ? Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais c'est vrai. On a joué l'autre soir à The Final Girl. Le podcast sera déjà publié, je pense, quand les auditeurs écouteront notre discussion actuelle. Par exemple, on nous dit il faut créer un personnage en lui donnant un nom, une fonction ou un métier, ainsi qu'un adjectif descriptif. Voilà. Ça, en y repensant, j'ai pas créé les personnages de la même manière que toi. Non, complètement, ouais. Et toi, tu n'as pas réussi. Tu avais dit dans le podcast, tu n'avais pas réussi à avoir de personnages auxquels tu t'attaches.
Tout à fait. Et moi, oui. Et toi, oui. Pourquoi ? Alors, je sais pas. Est-ce que, justement, mes personnages, je les ai directement investis avec des choses qui seraient plus preneurs pour moi-même ou pour cette grande famille de jeux à la Forgienne. Ouais. Et toi, pas spécialement. Est-ce que ce qui m'a pas manqué... Est-ce que ça peut-être ça fait partie de la geste rôliste ? Tout à fait, parce que par exemple, toi, je disais dans ce podcast que toi, tu as su t'attacher au personnage. Alors que moi, je te dis, je n'ai pas réussi, je n'ai pas su le faire. Voilà. La différence entre toi, tu arrives, tu sais faire ça, et moi, je ne sais pas faire ça, c'est justement notre geste rôliste est différent. Tu as plus l'habitude de ce type de jeu, et donc tu as plus de facilité à t'attacher, ou tu sais plus qu'il faut s'attacher à ce type de personnage, etc. Et en tout cas, si je devais réexpliquer ce jeu, j'essayerais de vous expliquer ce que moi je fais. Ouais, exactement. Alors que ce n'est pas spécifiquement décrit dans le livre. Donc, on aurait en tout cas l'exemple de techniques aboutissant à la création de personnages, en l'occurrence, qui ne sont pas dans le livre. Donc, c'est pas les règles. Par définition, hein, ça n'est pas dans le livre. Donc, ça veut dire... Alors là, tu es en train de me dire que... Mais pourtant, elles sont utiles. Elles auraient pu accroître ton application dans le jeu. Ok, alors je vais te donner la définition qu'on en donne sur la cellule et puis tu vas me dire si comment ça match. Parce que moi je pensais qu'on était en contradiction totale ici avec la Forge et en fait j'ai l'impression que tu es en train de me dire que non. Donc pour la cellule, les techniques, c'est souvent quelque chose qui est attribué au meneur de jeu ou aux joueurs. Il s'agit en fait d'astuces, de mise en place de certaines règles utilisées pour une partie donnée. Je te donne un exemple. À un moment donné, donc Thomas Munier nous fait une partie de sombre, et au milieu de la table, il nous met une sonnette de maître d'hôtel. Et il ajoute cette astuce, cette technique, il dit à tout moment, si vous voulez être plus rapide que quelqu'un pour effectuer une action, précipitez-vous sur la sonnette maître d'hôtel, appuyez dessus, ça va faire ding, ça va sonner, et le premier qui réussit à appuyer dessus, il remporte l'action. C'est le premier à agir. Voilà, c'est le premier à agir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour une zone particulière du jeu de rôle sombre, il va employer une technique particulière qui n'est pas dans les livres de Johan, qui est une technique propre à Pika. À cette époque-là, il s'appelait comme ça. Ce n'est pas encore Thomas Munier, c'était Pika Toulouse, je m'en souviens très bien. Et donc, du coup, et il décrit cet exemple incroyable où il y a donc un flingue qui tombe par terre et il voit tous les joueurs qui se précipitent sur la sonnette maître d'hôtel pour appuyer le premier. Ce qui crée évidemment une synesthésie entre les joueurs qui se précipitent sur la sonnette et leurs personnages qui se précipitent sur le flingue pour le ramasser. D'accord ? Donc c'est très bonne technique. Forcément une technique au sens de Ron Edwards aussi. Et bien donc dans ce cas-là, c'est que les techniques telles qu'on les emploie sur la cellule et les techniques au sens de Ron Edwards sont les mêmes. Mais les techniques englobent aussi les règles telles qu'on les utilise dans la partie. Oui, telles qu'on les utilise dans la partie. C'est ça qui est important. C'est toujours en fait. Telles qu'on les utilise dans la partie. C'est la précision qu'on donnait en début de podcast. Ouais, d'accord. On est en train de parler d'une partie. Donc si des règles existent dans la base, comme moi j'avais oublié les règles de points de survie dans Final Girl, les règles, elles existent. Il suffisait d'ouvrir le livre à la bonne page, mais on ne les a pas employées. Donc, je ne pense pas qu'on pourrait parler, en analysant la partie, de cette technique, de cette règle, puisqu'on ne l'a pas employée. On n'a pas employé. Alors qu'elle était dans la base. Donc, il faut bien distinguer qu'est-ce qui a été utilisé en partie, que ça vienne du livre de base ou de techniques additionnelles telles que la sonnette du maître d'hôtel de Thomas. Très intéressant. Alors, les démarches créatives. Alors, bon, après, ce qu'on va dire, c'est qu'une fois qu'on a décrit le jeu de rôle comme donc ces boîtes, qu'on rappelle quand même, ça fait du bien. Donc, le contrat social, première boîte. Puis, dans cette boîte, on ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve l'exploration, ce que c'est de jouer au jeu de rôle. Puis ensuite, on ouvre l'exploration. On trouve à l'intérieur les techniques. Et puis encore à l'intérieur des techniques, on trouve ce que... Bon là, je ne l'ai pas repris, mais ça mérite d'être précisé. On trouve ce qu'on appelle les instantanés. Ce que nous, à la cellule, on appelle les instants avec un I majuscule. C'est-à-dire, ce sont des... Alors non, pas vraiment. Les instants avec un I majuscule, ce sont des instantanés qui sont particulièrement précieux ou qui marquent un tournant dans la partie. Ce sont des instantanés importants, des instants avec un I majuscule tel qu'on l'emploie à la cellule. Genre comme Morgane Régnier, notamment, qui a écrit des articles sur ce point. Et puis, on trouve également cette occurrence d'instants dans sens à plein de niveaux. Alors, les instantanés, c'est quoi, Christophe ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans C'est tout événement concret dans la partie. Tout événement concret dans la partie, très bien. Je prends un dé, je le lance. C'est un instantané. C'est un instantané, exactement. Je dis quelque chose, c'est un instantané. Voilà.
Je fais référence à une règle, c'est un instantané. Ouais. Donc je décris l'action de mon personnage, un instantané. Nous, on appelle ça des événements. Ou alors, on appelle ça des instants avec un I majuscule. Mais dans ce cas-là, ce sont des instantanés très particuliers qui marquent un tournant dans la partie. Par exemple, je te cite un instant avec un I majuscule. C'est le moment, par exemple, dans le jeu de Ron Edwards qui s'appelle... Ah putain, j'ai oublié. Le jeu où tu joues Sword and Sorcery, dans lequel tu joues une Slay with Me. Slay with Me, voilà, le moment où tu vas shooter, tu sais, avec la main, d'un revers de main, tu vas faire s'effondrer la colonne. Ça, c'est un moment crucial. Voilà. Mais on porte des jugements. Alors, c'est une règle dans le jeu, mais le moment où tu le fais, le moment en lui-même, c'est un instantané. Un instantané, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, encore une fois, nous, on emploie le mot instant. En fait, ce que Morgane et moi, on appelle l'instant avec un I majuscule. Souvent, ça fait marrer quand les gens nous voient écrire ça avec un I majuscule, ils trouvent ça bizarre. C'est un instantané qui marque vraiment un tournant dans la partie. D'accord. Qui semble pour nous plus important, plus capital, un moment où vraiment on a senti ce que les gens appellent parfois une épiphanie. Aussi. Mais dans quel contexte t'en parles, toi ? Dans les livres de sens ? Dans les livres de sens. Dans les articles de Morgane ? Dans les articles Elle en de parle Morgane, aussi. Ce sont des moments dans les parties de jeux de rôle dans lesquels tu sens il se passe quelque chose. Mais tu sais, au sens de il se passe quelque chose de grand. Enfin, putain, là, il y a un truc qui s'est passé. L'instantané, c'est l'instant avec un I majuscule, c'est ce que tu cherches à raconter quand tu racontes ta partie de jeu de rôle et que tu n'arrives jamais à raconter parce qu'il fallait y être pour le vivre. D'accord. Alors ça, c'est pas du tout une connotation que pas du tout. J'ai rencontré dans... Pas du tout. Pour la Forge, il n'y a pas ce jugement comme ça, presque mystique. Et je dirais même que c'est le parent pauvre de ces 4 niveaux, parce que quelque part, forcément, on va en parler quand on analyse des rapports de partie, quand on discute d'une partie, mais il n'y a pas vraiment à ma connaissance, il n'y a pas de grands outillages théoriques qui encadrent ça. Non. On n'a pas des définitions aussi soignées que le système, on n'a pas de... C'est juste quelque chose que forcément on va décrire quand on discute sur le forum. Tu parlais d'une initiative de Sylvie Guillaume qui consiste à justement enregistrer des parties de jeux de rôle pour les étudier ensuite de façon statistique, dire tiens, on passe tant de temps à... Enfin, statistique, non. Non, mais tu vois, elle avait commencé comme ça à enregistrer quelques parties pour y faire retrouver en fait des éléments constitutifs, des analyses. Je crois qu'Olivier Caïra le fait aussi dans tout à fait. Les Forges de la Fiction. C'est justement enregistrer une partie de jeu de rôle, c'est enregistrer des instantanés, par définition. Forcément, oui. Forcément. Et alors là, j'y ai jamais trop pensé, mais justement quand je me dis il faut que j'aille chercher des gants parce qu'il fait trop froid à la baronnie. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu dire à une partie, là je l'ai dit dans le podcast, mais je ne sais pas si ça, on le placerait dans les instantanés ou pas, mais enfin, probablement oui. Je vais juste dire, moi, les instantanés, on en parle, c'est un mot que vous n'entendrez quasiment pas sur la cellule, on parle quasiment jamais de ça. Et d'ailleurs pas sur la Forge non plus, c'est très rare. C'est très rare, voilà. Ouais. Le seul moment où vous pouvez éventuellement voir ce terme apparaître, c'est encore une fois, c'est dans cette occurrence de l'instant avec un I majuscule, et c'est encore une fois une définition très très particulière, parce que c'est un instantané au sens de la Forge, mais un instantané très particulier, puisqu'il est chargé c'est une épiphanie, un instant mystique, un moment fort en fait, un temps fort de la partie. Donc voilà rapidement ce qu'on pouvait dire sur les instantanés. Et puis en fait les boîtes qu'on ouvre au fur et à mesure là, eh bien elles sont traversées par le sens de la partie, la direction artistique de chaque partie de jeu de rôle, et c'est ce que sur la Forge on appelle les démarches créatives, c'est-à-dire pourquoi on joue. C'est le terme français. Le terme français, ouais. C'est Creative Agenda, et j'ai choisi de traduire ça par démarche. Agenda, c'est pas l'agenda, mais voilà. Je sais pas. C'est très bien. Ça discute. À mon avis, c'est une bonne traduction. On a aussi employé proposition créative. Et je crois d'autres personnes l'ont. C'est pas bien comme définition, parce que c'est trop la notion de proposition créative est trop ambiguë sur le terme de proposition tel qu'elle est employée dans la langue courante. Et finalement, avec Fred, on s'était plus ou moins mis d'accord que la proposition, c'est ce que l'auteur voudrait que son jeu fasse, alors que la démarche, c'est ce qui se passe dans la partie. Ça c'est génial, c'est une distinction que tu apportes à nos auditeurs parce que nous ne l'avions jamais faite. J'ai jamais entendu. En fin de compte, on l'a utilisé très peu. Ça, je savais pas ça. Mais tout ça, c'est dû à un problème de traduction du mot agenda. En tout cas, démarche, moi, ça me va parfaitement, agenda. Alors, c'est ce pourquoi. Donc, la démarche créative, c'est
Ce pourquoi on joue cette partie-là, c'est le sens de la partie, la direction artistique de la partie. C'est ce que j'ai noté en écoutant ta conférence. Est-ce que ça te va comme résumé ? Oui. Alors, il en existe... Partons là-dessus, oui. Il en existe principalement 3 qui ont été... finalement, c'est le GNS. Là, on entre vraiment dans ce que des gens appellent le GNS, la théorie GNS. Donc, s'il en existe 3, c'est The Right to Dream ou le Constructive Denial, c'est-à-dire ce que nous, à la cellule, on appelle le simulationnisme, ce qui est une grosse erreur de communication, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est-à-dire le fait de se retrouver ensemble pour célébrer un canon esthétique, c'est ça qui va être le sens de la partie. L'objet, peut-être, on pourrait dire. L'objet du jeu. La partie. Ouais, le sens de la partie, moi je dis, plutôt. D'accord, c'est un mot chargé pour moi. Sens, oui, mais... bah oui, parce que quand tu parles de démarche ou d'agenda, tu parles de mouvement. D'accord. Tu parles de mouvement, donc à mon avis, le sens, la direction au sens de, tu sais, la direction en géométrie, ou la direction même au sens cartographique, la navigation, et me semble être parfaitement adapté. D'accord. Parce qu'on sait qu'on marche dans un sens donné. D'accord. Chaque pas est justifié dans le fait qu'on marche dans... Donc c'est le sens au sens de direction. Exactement. Et non de signification profonde et tout ça. Absolument, c'est le sens au niveau de direction. D'où le sens de la partie, la direction artistique de la partie. C'est pour ça que j'emploie le mot direction artistique que je trouve très bien parce que il fait match avec la direction artistique au cinéma et puis surtout il précise bien la dimension artistique, c'est-à-dire le fait qu'on fasse des choix. Faire une œuvre, produire une œuvre, c'est faire des choix en fait. Et donc la direction artistique, ça implique qu'on fasse des choix qui vont dans tel sens. Je vois justement le mot sens là à ce moment-là qu'on retrouve. Alors, The Right to Dream, c'est le simulationnisme, que nous on emploie le mot simulationnisme sur la cellule. Story Now, pardon, excuse-moi. Ouais, effectivement, les termes anglais que tu utilises sont historiquement justes, enfin dans le sens de Ron Edwards, très justes, mais dans la pratique, les gens disaient toujours simnar, gamme pour gamisme. Donc... Voilà, ouais. Mais c'est vrai, il faudrait le problème, c'est que dépasser ces termes en isme. Je vais te dire un truc, c'est qu'à l'export français, parce que moi je suis chargé de l'export finalement français de Forge, avec toi Christophe, c'est un peu ce que tu as voulu faire avec Saint-Andrive, tu as voulu exporter la Forge. Entre autres. On est d'accord. Eh bien c'est malheureux, parce que le simulationnisme, le problème c'est que les gens en France l'employaient avant pour décrire cette tentative du jeu de rôle comme simulation de la réalité. Le simulationnisme, pour beaucoup de rôlistes, ce n'est pas le simulationnisme au sens de la célébration d'un canon à travers toute une partie, c'est le fait de vouloir faire en sorte que son système de jeu colle le plus possible à la réalité. Est-ce que c'était pas aussi une façon de parler de ces jeux extrêmement lourds, ouais. Si, c'est ça. Détaillés mécaniquement, on va dire. Lourd, c'est presque un jugement de valeur, mais avec un niveau de détail un jeu que j'aime ultra bien. Détaillé. Un jeu que j'aime bien citer pour ça, c'est Logon. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce jeu, qui est aujourd'hui introuvable. C'était un jeu qui a été créé au moment où moi j'ai commencé à faire du jeu de rôle, donc ça commence à dater, et qui était un jeu en fait qui avait été fait par un mathématicien, un physicien, et qui résolvait en fait toutes les situations par des équations. Il fallait carrément poser des équations mathématiques pour résoudre les... Un jeu en anglais disponible sur Internet. Ouais. Logon venait, en fait, la partie log, c'était pour logarithme. Oui, si je dis pas de bêtises, il fallait prendre des logarithmes sur sa calculatrice. Ouais. Ça, je pense. Ouais, d'accord. Donc, c'est à ça qu'on faisait référence. C'est l'aboutissement, si tu veux, c'est l'idée que le jeu de rôle est là pour trouver le système de la réalité. Et puis faire tourner une sorte de loi de la physique, quoi. C'est ça, exactement. En imaginaire. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, d'accord, ça, c'est pas le sens que Ron Edwards a développé par la suite. Voilà. Donc, du coup, là, ici, quand tu exportes le mot simulationnisme en francophonie, tu te heurtes à ça, quoi. Ce problème-là, cette ambiguïté. Mais je pense que ça dépend des générations de joueurs. Moi, j'avais pas. Peut-être aussi parce que je n'avais pas. J'ai jamais vraiment lu les Casus Belli et tout un corpus de vieux jeux. Donc, je n'étais pas à l'époque conscient de ça, en fait. J'étais dans un milieu rôliste suisse, roman, peut-être. Le seul joueur de la Barreau qui employait le terme simulationnisme au sens où je te le dis là, c'était Karim.
D'accord. Tous les autres, en fait, n'avaient jamais entendu parler vraiment de simulationnisme avant. Dans un sens ou dans l'autre. Du coup, nous, comme on t'a rencontré, Christophe, on a tout de suite adopté le terme simulationnisme. Et c'est quand, en fait, j'ai fait la promotion via la cellule et tout ça des idées que tu défendais sur Silent Drift, qu'on défendait tous sur Silent Drift, c'est quand j'ai fait des conventions et tout ça que je me suis aperçu que ce mot était très mal compris et que, en fait, la majorité des rôlistes l'employaient au sens de Karim. Comme simulation. D'accord. Oui. La deuxième proposition créative, c'est le fameux Story Now, le narrativisme, donc qui est dans lequel on se retrouve à faire des commentaires sur les choix moraux des personnages. On est d'abord là pour donner le sens de l'histoire des héros, de l'histoire du jeu qu'on est en train d'incarner et compagnie. C'est le narratif. Je vais pas redéfinir tout ça parce qu'on passe des jours et des jours sur la cellule à le faire. Et puis enfin le Step Up, c'est difficile à traduire d'ailleurs. Step Up, c'est quoi? On met les pieds sur des marches de plus en plus hautes. Le Step Up, c'est cette espèce d'idée qu'on monte sur des marches de plus en plus hautes. C'est ces fameux, comment on appelle ça, les phrasal verbs en anglais, avec les petites particules qui changent complètement le sens du verbe pris indépendamment. To step up, c'est monter au défi, c'est relever le défi. Ouais. Puis le step on up, alors je me rappelle avoir posé la question à Ron Edwards parce que j'avais de la peine. Et je crois que c'est un peu ça dénote un peu l'idée qu'on va se mettre au défi les uns les autres, de relever un défi. Mais apprendre avec des pincettes. Se mettre au défi de relever un défi, quoi. Quelque part. C'est presque ça qu'on pourrait déballer dans ce mot, mais encore apprendre avec des pincettes, parce que je ne suis pas 100% sûr de ça. Et moi, ce que ça m'évoque, le step on up, c'est cette idée que à plusieurs moments dans la partie, en fait, on va se lever pour se vanter, se féliciter, se congratuler, se dire ouais super, tu vois le côté la guts pose, on se montre ayant réussi justement à relever. En tout cas, si on a des personnalités comme la tienne, on va le faire. Moi, je peux tout à fait rester assis dans mon fauteuil et sourire. C'était bien dit, Christophe. Absolument, ouais. Je voulais pas t'interrompre. Voilà, c'est juste les participants ont des défis à surmonter et évidemment la possibilité de perdre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans un jeu, dans une partie à laquelle on va donner justement ce sens step on up, cette direction artistique step on up, il est très important qu'on sente qu'on puisse perdre. Sinon, le défi n'a pas de sens. Absolument. La possibilité de gagner est moins importante en fait. Mais ça, c'est un détail. Je vais laisser les auditeurs donc, nous, sur ça sans développer. Nous, en tout cas, à la cellule, on continue d'employer, effectivement, comme tu l'as très bien dit, comme les auteurs finalement qui allaient sur la forge, on continue en fait, alors que le GNS a été réformé par ses propres auteurs en justement The Right to Dreams, Story Now, Step On Up, on continue encore aujourd'hui à parler de narrativisme, de simulationnisme et de ludisme. Donc, c'est effectivement une erreur, on peut dire, du GNS qu'il est mort et compagnie, parce que oui, ce n'est plus le G, le N et le S, Gamism, Narrativism. Pour autant, on continue. Oui, effectivement, on continue à parler comme ça, mais voilà, c'est parce que c'est plus simple, tout simplement. Et puis nous, à la cellule, on a tendance à souvent parler de jeux qui sont de cette démarche-là, comme un abus. C'est un peu un abus de langage que l'on fait, comme jeu qui encourage justement c'est les gens à entrer dans ces démarches créatives-là. Oui, c'était cette idée de proposition peut-être, mais ça c'est parfaitement francophone comme invention, effectivement. Et Ron Edwards met en garde, quand on parle d'un jeu narrativiste, c'est un jeu qui devrait... faciliter, mais au sens anglais, je ne sais pas, facilitate, je ne sais pas si c'est vraiment faciliter, mais encourager. Encourager, c'est bien, je trouve. Une partie de type narrativiste. Alors voilà, je lis souvent, notamment des gens comme Vivien Féasson ou Steve J qui me reprennent souvent là-dessus, qui disent oui, le GNS est mort et compagnie, et ses propres auteurs l'ont enterré. Je me souviens aussi d'un lien que Steve J m'avait envoyé, ou avait envoyé, je ne sais plus, sur les ateliers imaginaires, où il justement mettait où il montrait l'enterrement du GNS en grande pompe, ou je ne sais plus comment c'était, par Vincent Baker voilà, lui-même. Par Vincent Baker, mais pas du tout par Ron Edwards.
Voilà, alors pour moi j'ai tendance à toujours penser aujourd'hui que ces distinctions sont très intéressantes, non pas pour catégoriser des jeux ou pour fermer des discussions, ça je déteste ça, ou encore moins pour exclure des jeux ou pour voilà. Souvent on a tendance à dire à la cellule que les jeux sont dysfonctionnels quand ils encouragent deux démarches créatives distinctes, mais il faut pas le prendre mal parce que ça veut pas dire pour autant que les jeux même s'ils sont dysfonctionnels, qu'ils sont mauvais. Parce qu'il y a des jeux dysfonctionnels qu'on a jugés bons sur la cellule. Je pense à par exemple le jeu de Luke Crane dont j'ai oublié le nom. The Burning Wheel. The Burning Wheel, voilà par exemple. Oui, vous jugez un jeu à partir d'une partie. Oui, tout à fait. Ouais. Donc déjà là, vous êtes hors cadre. Quelque part. Hors cadre, ouais. Enfin, sans vouloir être méchant, mais... Non, mais t'as raison. En fin de compte... C'est quelque chose qu'on souligne d'ailleurs. Hein. On le dit honnêtement, ça. Hein. Mais... Et je ne suis pas sûr que tout le monde serait d'accord avec vous qu'il est dysfonctionnel dans votre analyse. Donc, très bien. Mais on arrive un peu aux limites de cette grille d'analyse, finalement. Puisque... Et ça, je pense que c'est à ça que font référence notamment Steve et puis Vivien quand Vincent a enterré le GNS. Ce que Vincent a dit, en tout cas à une occasion que j'ai noté quelque part, c'était que finalement, on peut conserver les notions on peut assigner à des différentes parties la catégorisation de G ou de N ou de S, mais ce qu'il dit en même temps, c'est que si on affirme ces similarités, donc deux jeux ludistes sont ludistes, donc il y a une similarité du fait qu'ils sont ludistes. Bien sûr. On doit le faire aussi en ajoutant d'autres similarités moins pertinentes, voire carrément fausses, et ignorer des différences néanmoins importantes ou des rapprochements qu'on pourrait faire à travers les catégories, genre justement, je ne sais plus ce que vous disiez de Burning Wheel. C'était quoi les deux démarches que vous y voyez ? On y voyait les trois en fait, mais à des moments différents en fait. Ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, Burning Wheel, ça semble être de mon souvenir. Hein, ça fait déjà assez longtemps. Ça semblait être un jeu qui mettait en place des instances, comme dans les 1000 marches. Il y a ça aussi. Les 1000 marches, c'est pareil. C'est un jeu. Je vais peut-être plutôt parler des 1000 marches parce qu'il sera peut-être plus connu pour les auditeurs francophones. Si tu veux, c'est un jeu dans lequel à un moment donné, on passe dans un système, on change carrément les règles du jeu pour jouer une course-poursuite. Et là, du coup, par exemple, les règles de la course-poursuite vont plutôt être à encourager le ludisme, etc. Alors que 30 secondes après, on va être dans une scène plus dramatique. Et là, du coup, il y a un certain nombre de techniques qui vont être mises en place. 30 secondes après, on ne peut pas analyser une instance de jeu sur 30 secondes, dira Ron Edwards. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est faux. Même si ça a des allures ludistes, en fait, ce qu'il faudrait attendre, c'est un moment de récompense. D'accord. Moment de renforcement. Je crois que le vrai, si on traduit un peu dans le vocabulaire, reward, je crois que les psychologues utilisent plutôt renforcement. Alors, le problème, c'est que le mot renforcement est aujourd'hui employé par Vivien Féasson pour décrire des attitudes qui consistent à souligner certains éléments dans une partie de jeu de rôle pour les rendre encore plus importants. D'accord. Là, je fais appel à un vocabulaire que j'ai entendu en pédagogie et en psychologie. Donc... Ouais. Ce n'est pas le renforcement de Vivien Féasson. Non, a priori pas, du coup. Donc, parler de 30 secondes de jeu, oui, on peut, mais je ne crois pas que c'était le sens originel de Ron Edwards. Tu sais que je dis tout ça en sachant. Mais Vincent aussi est là pour dire que oui, on peut dire que ces deux jeux sont narrativistes, mais en disant ça, on sous-entend qu'ils ont des similarités fortes, alors que peut-être, effectivement, un de ces deux jeux narrativistes a plus de proximité avec un troisième jeu simulationniste sous d'autres points de vue. C'est ça. En fait, c'est exactement comme si... C'est pas qu'on peut plus l'utiliser, qu'on doit l'enterrer, mais il faut peut-être voir qu'il y a d'autres choses pluralité de modes. Si vous voulez, c'est pour résumer ce que vient de dire Christophe là d'une façon encore plus bourrine, c'est comme si on disait bon bah Lionel Jeanneret et Christophe Buckley, c'est deux Suisses. Et puis qu'en fait, on étudiait ces deux Suisses sous leur particularité de Suisse. Et puis qu'on occultait le fait que chacun d'entre eux a une personnalité bien différente et plein de richesses, etc. J'ai probablement, par exemple, pour les préférences de jeux de rôle, plus d'affinité avec Frédéric, qui est français, oui, voilà, qu'avec Lionel, qui est suisse. Qu'avec Lionel, qui est suisse.
Exactement. Dans quel cadre est-ce que c'est important de parler de Suisse? C'est ça. De nationalité? Dans quel cadre c'est pas? C'est comme en fait finalement le nudisme, narrativisme, simulationnisme et compagnie. C'est attention, ce que veut dire Vincent Becker, c'est attention à ne pas y voir l'alpha et l'oméga de l'analyse du jeu de rôle, parce qu'en faisant ça, vous vous fermez à plein de similitudes, de choses. Vous créez des biais pas de confirmation, mais des biais d'analyse qui font que vous ne voyez qu'avec des œillères les jeux que vous analysez et compagnie. Voilà. C'est exactement ce qu'il veut dire. En créant des catégories, on créera toujours Tout à fait. des jeux ou des parties qui ne sont pas dans ces catégories. Et peut-être aussi ce qu'on essaie de dire, c'est attention au jugement de valeur qui se cache juste derrière. Quoi. Voilà, c'est pour ça que le mot dysfonctionnel est malheureux, parce qu'il semble dire d'une partie, d'un jeu qui encourage les deux propositions créatives, il ne marche pas, qu'il est pourri, quoi, tu vois. Je crois que techniquement, on disait dysfonctionnel pour les parties et incohérent pour les jeux. D'accord, ok. Et puis une partie n'est dysfonctionnelle que si les gens le disent. Alors ça, tu vois, René Edwards ne pourra jamais sortir votre partie était dysfonctionnelle alors que les gens étaient tous heureux de leur partie. Ouais. Ça, il le dit lui-même. Si vos parties se passent bien, tu vois, là, il y a encore une distinction entre nous. Là, vraiment, mais il faudrait vérifier dans le vocabulaire. Mais... Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Au sujet de l'incohérence ou du fait des limites du modèle? Oui, quand sur la cellule, on emploie justement le GNS, parce qu'en fait, c'est moi qui l'emploie. Hein. Oui, donc arrêtez d'envoyer des commentaires en disant la cellule doit se débarrasser du GNS et compagnie. Je connais les limites du GNS, ça sert à rien de m'envoyer des mails pour me réapprendre. Je sais que le GNS n'est pas l'alpha et l'oméga du jeu de rôle. J'ai compris. Ne vous en faites pas, ça fait longtemps en plus avec Christophe qu'on discute ces questions. Je crois même qu'avant que la cellule n'existe en tant que podcast hebdomadaire, c'est-à-dire à l'époque où c'était quasi mensuel, avec Christophe, on parlait déjà des limites du GNS. Je me souviens notamment d'une conversation qu'on a eue dans les lacets de la Suisse romande. On était en train de monter en bagnole, d'ailleurs, avec Lionel qui conduisait d'ailleurs ce jour-là, et on discutait déjà des limites du GNS, et on était déjà convaincus que ce système était un modèle parmi les autres, qu'il écrasait la richesse, etc. Donc, et Frédéric en est conscient aussi. Il écrase la richesse. Si, moi je trouve. Remettons-nous dans le contexte historique. Voilà, c'est ça, oui. Quand le GNS est sorti, c'était un des premiers modèles qui disait qu'il y a différentes façons de faire de jeux de rôle. À l'époque, il était pertinent. Il était hyper pertinent parce qu'il permettait justement d'enrichir. Ça n'existait pas le jeu de rôle. Désormais, maintenant, il y avait 3 types de jeux de rôle, quelque part. Tout à fait. Et puis maintenant, je crois que ce que Vincent veut dire par sa critique, c'est que plutôt que de poser un modèle a priori pour dire la richesse du jeu de rôle, il dit mais il y a tellement de jeux qui sont sortis, parlons de jeux. Mais oui. C'est bon. Et en fait, c'est toute théorie. Mais 15 ans après, c'est bon. Toute théorie est ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes, en tout cas toute théorie artistique, tout appareil critique est ainsi. Les appareils critiques sont créés par des artistes qui veulent se départir des anciens codes de leurs médias. C'est-à-dire qu'ils veulent rompre avec les traditions. Ça se voit en musique, ça se voit au cinéma avec la nouvelle vague, ça se voit à tous les niveaux. Tous les appareils critiques ont été créés par des artistes ou par des critiques pour justement permettre à leurs médias de se dépasser, de sortir du cadre. Évidemment que les appareils critiques ne doivent pas devenir des dogmes, c'est évident. Si on commence à devenir dogmatique et à dire il faut créer des jeux qui vont dans le sens d'une démarche plus que d'une autre, etc., là on devient dogmatique et du coup on normalise, on crée une norme à appliquer sur la création de jeux de rôle. Et ça, toute norme appliquée à la création d'œuvres est forcément pas enrichissante, mais appauvrissante. D'accord. Donc, il faut voir que les appareils critiques sont créés pour dépasser les traditions, c'est-à-dire qu'en fait, JDR vers le jeu de rôle traditionnel, mais qu'une fois que ces appareils critiques ont fait leur office et qu'ils ont servi à coups de marteau à déconstruire les traditions, eh bien, il faut les abandonner. Il ne faut pas rester comme des ayatollahs chevauchant le GNS comme l'alpha et l'oméga du jeu de rôle. Mais ça, mais la cellule le sait. Alors, inutile de mettre dans les commentaires des choses du style oui, vous devez savoir que le GNS, ceci, cela. Pourquoi est-ce que je continue encore aujourd'hui à employer le GNS? Comme un ayatollah. Pas du tout. J'attendais. Justement. Parce que, en fait, au cours des discussions pour critiquer des parties de jeux de rôle, le GNS est très intéressant pour expliquer les moments où les joueurs s'engueulent ou encore pour faire parler les joueurs. Moi, je l'emploie dans les one-shots et dans le playtest énormément pour,
voir si une règle fonctionne bien et fait pas s'engueuler les gens autour de la table. 2, permettre aux gens d'échanger des idées et d'exprimer des opinions sur des sujets qu'ils n'auraient jamais abordés s'il n'y avait pas eu ces 3 distinctions. Donc, le but que je donne au GNS n'est pas de dogmatiser, n'est pas de normaliser, mais de te faire discuter. C'est-à-dire que je conserve le sens qui était celui du GNS par ses créateurs, c'est-à-dire d'appareils critiques. Oui, mais du coup, tu imposes toujours la même grille. Est-ce que tu peux appauvrir dans l'ensemble? Non, ça m'arrive pas. Je parle pas toujours. Non, d'ailleurs, dans notre dernier podcast One Shot, on n'en a pas dit. On n'en a pas fait mention du tout. Ouais. Mais c'est peut-être aussi ça, le sens des critiques, c'est que, ok, on sait que tu sais que ça a ses limites, mais en même temps, si on l'utilise que celui-ci, on appauvrit le discours dans l'ensemble. Sauf que quand je me sers par exemple du Maelstrom pour analyser les parties, les gens me disent que je me sers de ma propre théorie. Enfin, bien sûr, tu vends ta soupe. Tu vends ta soupe, c'est exactement ça. Tu vends ta soupe. Oui, donc, tu fais bien de vendre ta soupe. Voilà, j'essaye de varier. Je fais ce que je peux. Ouais. Quoi, hein. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 alternatives. Non. Aussi poussées, aussi. Puis je vends pas que ma soupe, je vends aussi celle de Fabien, celle de Fred. Enfin, j'essaye de vendre la soupe un peu de tout le monde. Même, tu vois, j'ai parlé de celle de Julien Poire et de Vivien Féasson. Voilà, tout à fait. Donc, j'essaye de varier, mais c'est difficile parce que déjà, j'ai mon histoire aussi. Voilà. Mais je sais tout ça, donc ne vous en faites pas. Je sais que le GNS n'est pas l'alpha et l'oméga du jeu de rôle, loin de là. Et d'ailleurs, je le prouverai très bientôt parce que mon prochain jeu Vademecum peut être jugé à bien des égards complètement dysfonctionnel. Et je prétends pour autant qu'il est bon. Incohérent, pardon. Je prétends pour autant. Et donc, il mène à des parties dysfonctionnelles. Je prétends pour autant qu'il est bon, puisque sinon, je ne le sortirai pas. Il peut mener à des. Tout jeu incohérent ne donne pas des parties dysfonctionnelles. Tout à fait. Ça, c'est aussi. Le modèle Ron Edwards n'est pas aussi catégorique qu'on des fois on l'entend. Oui, bien sûr. Il n'est pas aussi déterministe ou. Il ne dit jamais ça, c'est incohérent, donc vous serez dysfonctionnel dans votre partie. C'est quand même un peu plus nuancé. C'est cool. Alors la conclusion à laquelle je voulais aboutir, c'est que bien sûr, la cellule a francisé, a traduit en français des concepts. Elle les a transformés. La discussion continue. Comme disait Ron Edwards, le GNS est un langage. Le Big Model est un langage, une façon de parler de ses parties. Et c'est une langue vivante. Comme toute langue vivante, elle évolue au cours du temps. Et ce que montrent les réflexions de la cellule, c'est l'évolution de ce langage. Pourquoi est-ce que pour moi, ce n'est pas du galvaudage ? Parce que souvent, on pourrait dire, oui, vous employez, justement, tu vois, Christophe me reprenait à l'instant en disant, oui, tu n'emploies pas le terme dysfonctionnel comme on l'avait. Et on pourrait très bien dire, oui, Romaric, tu ne fais pas preuve de rigueur intellectuelle, tu galvaudes et compagnie. Non. Pourquoi ? Parce que la façon dont on discute de ces sujets, on en conserve le sens initial de ces auteurs. Une chose est de galvauder, c'est-à-dire pour moi prendre un terme et lui faire dire ce qu'il ne dit pas pour aller contre le sens initial de son auteur. Une autre est de discuter un terme et de le raffiner pour qu'il poursuive encore mieux son objectif. Et pour moi, l'objectif de la Forge, et là tu me diras, Christophe, ce que tu en penses, pour moi, l'objectif de la Forge, c'était justement de créer un appareil critique destiné à remettre en question les traditions, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on puisse créer du jeu de rôle autrement que avant que la Forge ait été créée. Oui. Par exemple, dire le MJ, c'est qu'une technique, on peut le virer, rien à foutre. Ce genre de choses. Donc, dans la mesure où on continue à utiliser ces concepts, même en les changeant un petit peu, mais toujours en poursuivant le sens de cet objet, à savoir créer des jeux de rôle toujours nouveaux, réinventer le jeu de rôle, pour moi, on ne galvaude jamais. Ça te va comme idée ? T'as des limites ? Moi, je préférerais qu'on dise, j'utilise le terme selon tel auteur, moi je l'utilise selon tel autre auteur, ou alors qu'on invente de nouveaux termes. Tu préfères qu'on invente de nouveaux termes ? Parce que sinon, on laisse la porte ouverte à moi je l'ai fait évoluer, donc je dis ce que je veux, quoi. Enfin... Non, si tu dis justement, pour moi, faire évoluer un terme, si tu conserves le sens initial de l'auteur, le sens au sens de quel était l'objet. La signification, c'est l'usage, Christophe. La signification d'un terme, c'est son usage. Donc, si tu uses des termes de la Forge pour continuer à poursuivre leur entreprise de déconstruction du jeu de rôle traditionnel et classique, ou de tout dogme en matière de jeu de rôle, tu emploies bien les termes. Puisque tu gardes, en fait... Est-ce que tu comprends mieux ?
Je suis pas très clair alors, du coup. Je vois dans ton. Qu'est-ce qui t'empêche de dire, moi j'utilise le système au sens de la cellule ou au sens de la forge? Je préfère. Puisque je suis d'accord, l'usage fait la signification. Je préfère que la personne. Dans un langage, en tout cas, vivant comme le français. Mais là, c'est un langage artificiel. On l'a créé pour un but. Donc. Comme tout appareil critique. Est-ce que à ce moment-là, on n'arrivera jamais à enterrer le GNS? Non. Et je pense qu'on n'arrivera jamais à enterrer le GNS parce qu'il existera toujours des dogmes, toujours des traditions à défoncer. Alors que peut-être que c'est utile de juste sortir et de redéfinir les termes, changer les termes et rompre un moment, parce que sinon on s'empêtre dans des trucs. Oui, mais c'est légitime ce que je dis parce que la forge l'a dit. Oui, mais vous n'avez pas fait la même chose. Oui, mais je suis bien en droit de le dire parce qu'il faut que je le fasse évoluer. Non. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Non, c'est pas ce que je veux dire quand même. C'est-à-dire qu'en philosophie... Pour l'esprit des auteurs originels, on n'en sait rien. Fin de compte, on n'a pas accès à ce qu'ils voulaient faire à l'époque. Et tout a changé entre-temps. Pour moi, on poursuit les conversations de la forge. Alors, poursuivre les conversations de la forge, mais... On poursuit ce qu'ils ont fait. Par exemple, quand moi j'utilise la couleur, je devrais dire, oui, moi j'ai un autre usage. Je le précise, comme ça tout le monde est au clair. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce podcast-là? Voilà, mais tu dis... On galvaude pas, on fait évoluer. Il faut faire évoluer en 10 ans. Qu'est-ce qu'on a fait évoluer? Puis à un moment donné, quand la chose aura évolué à tel point qu'elle sera différente, on lui donnera un autre mot. C'est ce que j'ai fait avec le Maelstrom. Non, mais ça, il me semble que c'est pas les deux discours qu'on a sont pas incompatibles. Peut-être pas. Alors, oui. Je vois bien ce que tu veux dire et je pense que c'est exactement ce qu'on fait. Pour moi, le Maelstrom est une rupture. Justement. Oui, tout à fait. Parce que là, c'est pas une évolution. Complètement. On peut pas retracer le concept jusqu'à la sainte parole de René Edwards. Complètement. Mais par contre, on peut dire qu'il est héritier des réflections de la forge quand même. Toi, tu peux le dire. Moi, je peux le dire parce que tu l'as créé. C'est grâce à toutes ces discussions autour de la forge que m'est venue l'idée de d'écrire l'exploration au sens de la forge de cette manière-là, comme un maelstrom à encadrer, etc. Donc moi, pas de problème pour dire tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait pas dire oui. Les gens qui diraient la cellule galvaude la forge, je leur dirais toujours oui, mais peut-être qu'on n'emploie pas tout à fait les mots comme mais eux-mêmes, c'est-à-dire les créateurs de la forge eux-mêmes discutaient ces concepts. D'accord, dans ce sens-là. Ce que je trouve génial avec la forge, justement, et avec cette manière de penser, c'est qu'elle n'est pas arrêtée. Elle ne se finit pas. Elle reconnaît, contrairement par exemple au modèle scientifique, elle reconnaît son propre dépassement, sa propre éphémérité. Les modèles scientifiques aussi sont dépassés et affinés. J'aimerais bien que les scientifiques, en tout cas que les étudiants en sciences que je rencontre s'en souviennent, parce que c'est pas comme ça. Que les gens, là, on entre dans une grande discussion. Une autre discussion. Mais c'est pas vraiment comme ça que la population... C'est pas comme ça on nous l'enseigne à l'université de manière explicite. Ouais. Donc, disons que c'est plus compliqué que ça. Donc, voilà. C'est juste pour préciser que ce que j'aime bien avec ces discussions sur la force, c'est qu'elles admettent leur propre finitude, leur propre capacité à être dépassées, parce qu'elles ne sont que des discussions. Mais on se réfère toujours à la grande théorie Ron Edwards, et donc quelque part est-ce que certaines personnes aussi se disent oui mais ils se réclament de ces grands gens alors qu'ils n'utilisent même pas la même manière? Non, pas du tout. C'est juste qu'on reconnaît je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent là derrière. Oui mais il faut quand même pour moi c'est juste qu'on reconnaît une paternité. Voilà, et donc il faut reconnaître la paternité là où elle est, ça c'est mais c'est évident. Mais il faut tuer son père aussi, et tout le monde le sait. Et il faut reconnaître quand c'est nous qui faisons évoluer les choses. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça, du coup, on pourra plus dire mais c'est Vincent Baker, c'est un concept de Vincent Baker. Oui, mais on l'a changé donc. Donc peut-être aussi. C'est pas monolithique et on peut le remettre en question. Donc là, est-ce que tu tempères ma conclusion en disant attention, c'est-à-dire au moment où vous pensez que vos concepts sont mûrs, détachez-les de l'arbre forgien, parce que osez aussi faire vos propres théories, ne soyez pas prisonniers. Parce que si on se réfère toujours tous à la forge, ça crée un côté un peu mais c'est la forge. Il faut pas l'attaquer. Sacraliser quoi. Ouais. C'est bon, on peut le dépasser, on peut créer ses propres trucs. Oui, on s'ouvre à une critique peut-être
où on peut pas se replier sur le soutien de Ron. Mais, voilà. Mais tu vois, il me semble que je ne cesse de dire ça. Faut pas sacraliser la forge, justement. C'est ce qui me plaît dans la forge, c'est qu'elle reconnaît à elle-même son propre dépassement. Et donc, je trouve ça vachement intéressant. Une théorie scientifique. Elle n'existe pas, la forge. Elle n'existe pas, la forge, justement. Et c'est ça Ron Edwards, je ne sais pas s'il reconnaît les critiques de Vincent Baker. J'en parle tellement mal. Mais non, mais j'essaye de... Je ne sais pas si j'en parle mieux que toi. Les auditeurs, je pense, devront un peu réfléchir eux-mêmes. En fait, disons que moi, à titre personnel, Romaric, je suis tellement quelqu'un d'assertorique, d'absolu sur plein de questions, mais absolu éphémère. C'est-à-dire que je vais pouvoir soutenir Mordicus pendant quelques années une théorie, et puis après reconnaître son échec et donc changer du tout au tout. Et le problème, c'est que du coup, ça donne l'image, parce que c'est moi qui le dis, que la forge pourrait être justement une théorie unifiée et tout ça, alors que c'est même pas du tout ce que je pense. Mais c'est parce que c'est ma personnalité qui trahit en fait ça. Enfin bref, pas rentrer là-dedans, mais voilà. Pour moi, en tout cas, nous ne galvaudons pas la forge, nous faisons évoluer ces termes, et c'est bien différent parce que. Est-ce que tout le monde pourra pas dire ça maintenant ? Ah, mais moi, je ne galvaude pas, je fais évoluer. Mais justement, il n'y a que les jeux qui le montreront. Alors, d'accord, si c'est par les jeux... Les jeux le montreront, parce que si tu dis ça, et que parallèlement à ça, tu fais du jeu de rôle à papa, du jeu de rôle comme dans le temps, comme dans les traditions, si, en fait, les termes que... Enfin, tu vois, pour moi, un appareil critique, il est là pour faire en sorte que le média se dépasse. Dépasser le média. Oui, ça, je pense que voilà, c'est important. Toujours. Et justement, le problème de ceci n'est pas du jeu de rôle, le problème de dire ceci n'est pas du jeu de rôle, c'est que ça enferme le jeu de rôle dans un certain cadre, et ça lui empêche de pouvoir être autre chose que ce qu'il n'est pas aujourd'hui. On en parlait aussi tous les deux, en dehors de ces micros, dans le cadre de la machine à saucisses. Le problème du concept de machine à saucisses, c'est qu'à un moment donné, il a donné à certains jeux une image extrêmement péjorative et donné l'impression qu'on disait de ceci qu'il n'était pas du jeu de rôle. Et donc, du coup, on a été... Je te disais aussi que je regrette énormément d'avoir employé ce terme, parce que justement, il fait ce que je ne veux pas que je fasse. Tu vois ce que je veux dire ? Il enferme certains types de jeux dans une catégorie et il les repousse. Et il faut surtout pas faire ça. Il faut s'ouvrir, il faut rester ouvert toujours. Voilà. Voilà. Je crois que c'est une belle conclusion. Belle conclusion. Bon, allez, on est fatigué, on va les manger. Nous, on a faim. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous. Christophe. Merci Romaric. D'être venu comme ça préciser des choses. Hein. C'était vraiment très intéressant. Même proposition, démarche créative. On a appris comme ça qu'une partie pouvait être dysfonctionnelle, un jeu cohérent, incohérent. C'est marrant. Enfin, c'est des petites distinctions comme ça employées par Fred et toi, en tout cas. C'est super intéressant. Merci Christophe, à très bientôt. Et puis je vous invite vivement à aller regarder la conférence de Christophe de Néorchidée en 2015 qui vous servira aussi de fil conducteur pour toutes ces questions et tous ces sujets. Merci, bonne journée. Au revoir, salut. Au revoir. Portez-vous bien, jouez bien.